Bonjour Champangui, bonjour à tout le monde. C'est votre Mfumu Nswadi Kimbazi, tout mois de la tradition Congo de Mona au poste. Zola à tout le monde. Zola cher Mpangui, j'espère que vous portez bien là où vous êtes. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une importance capitale. Comme tous les sujets que nous abordons, j'aimerais que nous puissions parler en effet de la place des sociétés initiatiques africaines chers Zolapangui, face aux autres sociétés initiatiques et face à l'élite africaine. Parce que, comme vous le savez, tous les continents sont gérés par une élite et l'Afrique a son élite, a ses dirigeants. Et la question que j'aimerais aujourd'hui que nous puissions traiter est celle de savoir si l'élite africaine, chers Zolampangui, peuvent tenir face, en effet, aux sociétés secrètes occidentales et asiatiques. Les sociétés initiatiques africaines valent-elles celles des autres? Voilà la question. Parce que même Bangui, parfois, nous disons que c'est la faute des autres si nous sommes dans une situation donnée. Et si cela est dû à l'incapacité de nos sociétés de s'adapter à la réalité du monde dans lequel nous sommes. Ah oui, l'adaptation, la capacité de pouvoir s'adapter. Voilà la question que je voulais vous poser aujourd'hui. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et je voulais que nous puissions partager cela. Alors, Mpangui, nous allons en effet toucher ici à une exploration comparative des pouvoirs occultes, hein, des traditions initiatiques, du rôle des élites à travers les continents. Et vous allez constater par vous-même, nous allons analyser ensemble, et je vais vous inviter sur le plateau pour que nous puissions voir si les sociétés initiatiques, les sociétés secrètes africaines valent celles des autres. Oui, parce que le continent patauge, les choses n'avancent pas dans la direction africaine. Lorsque nous parcourons les pays africains, nous constatons que les Africains ont tendance à copier l'Occident. Et donc, il n'y a pas une identité, chers Zolampangui, d'élite africaine. Je parle bien des élites africaines qui, en effet, sont plutôt dans la vague, la mouvance des sociétés secrètes, soit occidentales en majorité, ou soit aujourd'hui asiatiques. Et dans tout cela, l'Africain lui-même s'auto-dénigre, oublie ses racines, et je vous assure, cela perturbe le fonctionnement naturel des choses. Alors, déjà pour commencer, chers Zolampangui, dans la première partie aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions comprendre les sociétés secrètes. Bon, déjà, c'est un phénomène global, ok? C'est quelque chose qui touche, en effet, tout le monde. Toutes les sociétés, tous les continents ont des sociétés secrètes. Les sociétés secrètes ne sont pas l'apanage d'une seule civilisation. Ça, nous le savons, puisqu'en Afrique, on en a. En Asie, n'en parlons pas. L'Europe, l'Occident, l'Amérique, aujourd'hui, tous les continents disposent des sociétés secrètes. Ce que nous devons retenir, c'est que ces sociétés ont émergé sur tous les continents, répondant à des besoins fondamentaux de transmission du savoir, de cohésion sociale et d'exercice du pouvoir. Bon, pour nous, les Africains, nous qui sommes sur le continent de Katiopa, nous avons des sociétés initiatiques qui sont ancrées dans la spiritualité, les rites de passage et la gouvernance communautaire. L'Occident également a ses propres sociétés secrètes. Nous avons la franc-maçonnerie qui est connue, il y a la Rose-Croix, il y a les Illuminati, les ordres ésotériques, nous avons les Bilderberg, nous avons, chers Zolampangui, les Brotherhoods, ainsi de suite, qui influencent la politique, l'économie depuis des siècles. Et en Asie, il y a d'autres sociétés secrètes, plus cachées, mais les plus connues que nous avons, c'est les triades, par exemple en Chine, vous avez les Yakuza du Japon, il y a beaucoup de réseaux puissants en Asie, mêlant tradition criminelle parfois et influence politique. Donc, vous voyez bien qu'en effet, sur chaque continent, il y a la présence des sociétés initiatiques, des sociétés secrètes. Les sociétés initiatiques africaines, ben, ça remonte à la nuit des temps. C'est un héritage millénaire. Parce que bien avant la colonisation, nous savons tous que l'Afrique possédait des institutions initiatiques
d'une richesse et d'une complexité remarquables. Du Soudan des anciens à l'Égypte des pharaons, avec des grands initiés comme Tarka ou Mpienki, ou bien chez les Kandas au Soudan avec les Makeda et ainsi de suite, en descendant au Congo avec Charles Napangi, la société secrète des léopards, des panthères et ainsi de suite. Oui, l'Afrique, partout, a eu des sociétés secrètes et continue à avoir des sociétés secrètes, mais à l'époque, ces sociétés complexes jouaient un rôle central dans la vie sociale et spirituelle des peuples. Il est clair que nos sociétés secrètes n'ont pas tenu face à la brutalité des sociétés secrètes occidentales. On va en parler tout à l'heure. Parce que, cher Zolampangi, le but d'une société secrète est de pouvoir protéger l'univers des vivants, de protéger la communauté. Ce qui veut dire que nos sociétés secrètes n'ont pas mis en place des stratégies capables de pouvoir nous protéger face à la shintaoisation, l'esclavage, la colonisation, la brutalité d'autres sociétés secrètes. Bon, déjà en Afrique, il y avait des rites de passage. Les sociétés sans des poros en Afrique de l'Ouest transforment les jeunes en adultes responsables à travers des épreuves codifiées, des enseignements secrets transmis oralement. Vous avez en effet, chers Olapangi, ces institutions qui assumaient simultanément des rôles spirituels, éducatifs, judiciaires et politiques. Et cela a marché pendant des siècles, pour ne pas dire des millénaires. L'Afrique a disposé d'un modèle holistique de gouvernance que peu de sociétés modernes peuvent égaler. La société Congo, depuis que nous sommes sur Terre, depuis que on lit, on étudie les sociétés des autres, la société Congo n'a pas d'égal dans l'histoire connue de l'humanité. Oui, les Olampangis. Les Congos étaient déjà très avancés. La Fédération des écoles initiatiques, mais sauf que nous avons été phagocytés par la suite. On va revenir dessus. Nous avons les Dogons du Mali, connus, les gardiens d'un savoir astronomique, cosmologique extraordinaire. Leur société secrète, Chapangui, funéraire et initiatique. Au Mali, les Dogons préservent des connaissances ancestrales transmises depuis des millénaires. Et comme vous le constatez, ces sociétés étonnent même ceux qui, en effet, euh, prêtent par exemple de l'astrologie aujourd'hui. Alors, avant que je puisse continuer à avancer, j'aimerais vérifier avec vous, est-ce que le son passe? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout est bon pour vous? Écrivez-moi ça en bas pour que je sois fixé. Et j'aimerais également vous dire, chers Olampangui, prenez le temps de liker, partager, liker, chers Olampangui, afin que la connexion soit stable. On me dit le son est 100%. Très bien. Alors, likez les pages. Likez avec bonheur. Il est donc important de comprendre que le continent africain a utilisé la technologie des Bankisi, c'est-à-dire les masques sacrés, les symboles de pouvoir, des mystères. Oui, les masques portés lors des initiations africaines ne sont pas de simples ornements, nous le savons. Ils incarnaient à l'époque des anciens des forces spirituelles, des technologies, des ancêtres et des entités invisibles qui présidaient aux cérémonies initiatiques. Nos masques garantissaient la transmission du savoir entre les générations. Alors, Mpangui, nous comprenons donc que aujourd'hui, suite à l'esclavage, à la colonisation, les élites africaines ont été formées en Occident, formées en Asie, formées à l'extérieur du continent. Et ceux qui ont été formés sur le continent ont été formés dans le prisme d'une éducation coloniale, fondée bien sûr sur les valeurs des sociétés secrètes occidentales. Le cas des pays francophones, par exemple. Alors, si vous me comprenez, vous comprenez donc qu'il existe une influence historique très profonde. La maçonnerie. La franc-maçonnerie, par exemple, chez Zolampangi, a exercé une influence significative sur les élites africaines dès l'époque coloniale, notamment au Cameroun, au Congo ici, au Libéria, au Sénégal, au Maroc, en fait, en Afrique francophone. Et il faut souligner que ces réseaux-là ont facilité l'ascension sociale de certains leaders tout en les liant à des agendas exogènes. Le cas du Gabon.
Alors, même Pangui, quand vous êtes au Gabon et que vous étiez un président gabonais, il fallait être initié dans des ordres. Au Cameroun, la Rose-Croix occupe une très grande place, pour ne pas parler de la franc-maçonnerie également. Au Congo, nous parlons pas. En fait, tous les pays francophones, en effet. Dans le cas des pays francophones. Dans le cas des pays usophones, c'est pareil. Les cas des pays anglophones, Kenya, Ghana, Charles Pangui, les Anglais ont joué au basket aussi de ce côté-là. Donc, une double appartenance ambiguë. Parce que au même moment, tu es initié dans l'ordre maçonnique, au même moment, tu veux protéger ton pays. Alors que, cher Pangui, tu t'inclines devant celui qui pille ton pays. Stephen Ellis, en 2011, a documenté la manière dont les élites libériennes, par exemple, ont opéré une assimilation mutuelle entre sociétés initiatiques locales et loges maçonniques occidentales. Ils ont créé une forme d'hybridation, et beaucoup de pays africains le font. Le cas, par exemple, du Gabon, du Congo, en effet, il y a une hybridation qui soulève des questions fondamentales sur la loyauté, l'identité et le pouvoir. Cher Zolampangi, la suspicion populaire demeure forte. Lorsqu'on dit que tu es initié à la maçonnerie, la population sait que tu es limite un vendu. Et beaucoup y voient un instrument de néocolonialisme occulte, c'est-à-dire un mécanisme de domination déguisé en fraternité, où vous avez les élites africaines qui ont fini d'étudier dans le paradigme occidental et qui intègrent certains groupes fermés où ils reçoivent des ordres pour diriger leur pays. Donc, vous voyez donc, cher Zolampangui, qu'il y a un conflit et une controverse entre la franc-maçonnerie et le pouvoir en Afrique. J'ai pris quelques exemples ici, parce que les tensions entre les réseaux maçonniques, les sociétés traditionnelles africaines, ont parfois éclaté au grand jour. Cela révélant en fait des fractures profondes au sein des élites. En 2005, à Yaoundé, au Cameroun, pour ceux qui ont suivi l'affaire, il y a le serment retentissant de l'archevêque de Yaoundé. Nous étions à Brazza, à l'époque, j'étais encore très jeune, mais il y a eu le choc, l'écho qui s'est propagé en Afrique centrale, parce que comme vous le savez, le Cameroun, pour nous, est la capitale de l'Afrique centrale. C'est le pilier de notre système ici, au cœur du continent. Et donc, l'archevêque de Yaoundé a été accusé, avait accusé publiquement les élites maçonniques de corruption morale et politique, et cela déclenchant un débat national sur l'influence des loges dans la gouvernance au niveau du Cameroun. Et donc, vous comprenez qu'on avait compris que la maçonnerie, la Rose-Croix avait une même très longue sur la nation, sur le pays, en conflit avec l'Église. Et je précise que l'archevêque de Yaoundé est lui-même un archevêque au service du Vatican. Donc, imaginez dans tout ça, il faut mettre maintenant les confréries Bassa, Bamileke, Douala, Yaoundé, en fait, toutes les grandes confréries camerounaises qui, en effet, devaient se mettre en opposition face à la maçonnerie ou, cher Jonan Pangui, à l'Église catholique. C'est compliqué, hein? C'est très compliqué. Vous ne pouvez pas gérer une nation où certains sont dans le catholicisme chrétien, certains sont maçons, certains sont musulmans. Bon, gérer maintenant. Chacun dit qu'il a raison, Dieu parle à certains groupes, pas à d'autres. Alors, ça devient compliqué. Le barbu, dans ce cas-là, est en train de siroter son café et de regarder le film en live. Charles Lampangui, il y a aussi des théories du complot, des récits mêlant franc-maçonnerie, homosexualité, déstabilisation sociale, sociale se propage, en effet, alimentant, comme nous l'avons constaté dans beaucoup de nombreux pays africains, la méfiance populaire et gestion, bien sûr, parfois la répression politique est supposée des membres. Et Charles Lampangui, il y a les tensions persistantes, parce qu'il y a une certaine forme de répression contre les opposés, les supposés membres des loges, qui révèle une tension structurelle entre la modernité politique, la tradition religieuse et le pouvoir occulte en Afrique subsaharienne, où vous avez les traditionalistes en conflit avec leurs frères, leurs compatriotes, mais qui sont dans les loges, que ce soit asiatiques ou occidentales, sans compter l'Église catholique qui a une très grande mainmise sur nos pays. Et donc, chers Olampani, tension sur tension, bagarre sur bagarre, et cela crée des dégâts. Donc, à côté de tout cela, il existe des sociétés secrètes asiatiques et leur influence globale également. Lorsque les Chinois viennent faire du business en Afrique, vous devez savoir que les Chinois ne viennent pas faire du business seulement en tant qu'entrepreneur qui investit dans un pays africain. Pas du tout. Ce n'est pas comme ça que se passe pour les autres. Les Asiatiques utilisent leurs confréries, leurs sociétés secrètes pour essayer de pouvoir s'implanter dans les nations où ils vont faire du business.
Et les sociétés secrètes asiatiques ont pour fonction de protéger les business des maîtres de leur système. L'Asie abrite en effet certaines des organisations secrètes les plus puissantes et les plus redoutées du monde. Oui, aujourd'hui, la Chine est la première puissance commerciale de la Terre. Vous comprenez bien l'ampleur de leurs sociétés secrètes, dont l'influence étend bien au-delà de leurs frontières d'origine. J'ai pris le cas de la Chine, avec les triades chinoises, qui sont une ordre très complexe, pour ceux qui s'intéressent, née bien sûr au XVIIe siècle comme une société de résistance politique. Dès le départ, ils sont nés pour résister. Les triades, chers Jonapangui, sont devenus des réseaux criminels, ben, c'est ce qu'on nous dit en public, dans des documents, et économiques d'envergure mondiale. Oui, mondiale. Si dans ton pays, il y a un Chinois, tu comprends qui est aussi là. Donc, c'est présent dans la finance, le commerce et la politique internationale. Charles Lampangui, à côté des Chinois, il y a les Yakuza du Japon. Eux, là, ils lient les codes d'honneur des samouraïs, la protection sociale et les racines dans les arts martiaux. Les Yakuza représentent un modèle unique où tradition culturelle et criminalité organisée coexistent dans une structure hiérarchique et rigide. Vous constatez que dans les deux cas, je vous parle en effet ici de criminalité, criminalité, criminalité. Oui, même Pangui, le monde n'est pas un monde de bisounours. Si les entrepreneurs asiatiques s'implantent dans ton pays et que toi tu déconnes, ben, c'est ton doigt, ta tête dans un panier qu'on va retrouver et vous savez de quoi on parle. Donc, c'est un modèle en fait contrasté, puisque contrairement aux sociétés africaines, où nous faisons le passage à l'âge adulte, l'initiation, comment faire pousser l'arachide, les autres, ils sont en veste cravate dans le business, dans le commerce international, dans l'implantation et la domination des peuples. Vous devez comprendre les contrastes. Les organisations secrètes asiatiques sont structurellement orientées vers le pouvoir économique et politique. Les organisations africaines orientées vers la nourriture, la danse, le rite de passage. Mais je vais en parler avec vous tout à l'heure. Ce n'est pas de la même manière, c'est pas de la même manière qu'est organisé les autres. Puisque l'Africain, s'il veut le pouvoir, ben, il rentre dans la maçonnerie. Puisque sa société traditionnelle a pour but de pouvoir, en effet, cher Jonathan Pagny, apprendre à devenir un homme, tout simplement, et pas un homme au sens du système dominant d'aujourd'hui. Donc, la tradition asiatique, par contre, a une dimension spirituelle plus secondaire. Nous, on a une dimension spirituelle première. Vous devez comprendre. Voilà pourquoi vous constatez que dans le Kimondo, je vous dis souvent que la spiritualité est une anomalie que nous devons dépasser. Parce qu'en effet, les autres, la spiritualité est secondaire. Un yakuza est spirituel, c'est secondaire. Le chinois a la spiritualité, mais c'est transitoire, c'est pour l'école primaire, parce que lorsqu'il te coupe un doigt, bah, il ne va pas invoquer le nom d'une divinité. Donc, avec une dimension spirituelle plus secondaire et souvent instrumentalisée, comme au Japon, avec des sectes, Champangui, très dangereuses, qui entraînent parfois la mort de plusieurs personnes. Ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, j'aimerais donc vous présenter une comparaison des sociétés initiatiques africaines avec les autres. Une lecture comparative ici révèle des différences fondamentales de philosophie, de finalité, des valeurs entre les sociétés secrètes des différentes civilisations. Quand vous prenez l'Afrique, sur le continent africain, nos sociétés initiatiques africaines sont orientées vers la spiritualité, vers le savoir, vers la cohésion communautaire, vers l'ancrage naturel, vers les esprits des ancêtres. Je pense que vous me comprenez. Et c'est noble. Et vous comprenez bien que nous soutenons cela. Par contre, en Occident, les sociétés secrètes occidentales orientées vers le pouvoir politique, vers l'influence économique, vers le réseau d'élite, vous comprenez que ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Lorsque je suis au Congo, chez moi, au cœur de l'Afrique, les sociétés secrètes africaines, congolaises chez moi, sont des ennemis. Et oui, oui, ça veut dire que lorsque tu... Parce que nos sociétés secrètes sont organisées en tribus. Et lorsque tu es dans une tribu donnée, tu ne peux pas, en effet, accéder dans une autre société secrète d'une autre tribu. Et c'est pas futé. Mais on va en parler tout à l'heure. J'espère que vous allez me donner des arguments pour peut-être changer mon avis. Mais il est clair que c'est triste de constater cela. Il n'y a pas de réseau. On n'en a pas. C'est des conflits. Il est très difficile de voir un Bamileke puisse aller s'initier chez les Bassa. C'est très compliqué. Mais ça, on va en parler. Et les Asiatiques dans tout ça là, vous avez la tradition. Oui, ils sont très traditionnels. Il y a le crime également parce que quand tu es au Japon, c'est souvent la tête dans le panier quoi, quand tu déconnes. Et puis il y a l'économie, la politique et le code d'honneur, cher Jonathan Pangui. Vous voyez qu'en fait, les autres
sociétés secrètes, que ce soit occidentales ou asiatiques, ont une influence politique, une influence économique, ce qui n'est pas le cas en Afrique. Les sociétés africaines, chers Olampangui, nos élites à nous, sont en majorité dans les sociétés secrètes occidentales parce qu'on a besoin du pouvoir. Les gens ont besoin des influences économiques, puisque les sociétés africaines ne présentent pas les connaissances ni la posture qu'il faut pour avoir des élites. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais la priorité, chers Olampangui, c'est la cohésion communautaire dans le village et puis l'ancrage naturel. L'autre est dans l'achat des armes, la vente des armes, que le villageois, l'initié du village, ne sait pas par où commencer, comment on achète un Kalachnikov, chers Olampangui, il ne sait même pas par où passer. Et sur la carte, il ne peut pas vous pointer où se trouve la Corée du Nord ou la Russie. Vous comprenez qu'en effet, c'était un initié qui est dans le mystique, l'ancrage naturel, le monde des esprits, mais qui a une incompétence inconsciente sur la réalité géopolitique du monde dans lequel nous sommes. Or, l'initié occidental, Champangui, l'initiation se fonde sur la géostratégie et la géopolitique. Alors, Mpangui, il existe donc une cartographie des pouvoirs occultes mondiaux, des loges maçonniques de Londres, par exemple, au cercle initiatique de Dakar, des temples des triades de Hong Kong, au sanctuaire Dogon de Bandiagara. Les sociétés secrètes constituent un réseau invisible, vous devez le savoir, qui traverse les époques et les continents et façonnant discrètement les équilibres du pouvoir mondial. Alors, le rôle des sociétés initiatiques africaines aujourd'hui, chers Olampangui, face à la mondialisation, par exemple, parce que nous sommes interconnectés. Là, je vous parle via Zoom, via StreamYard. Et vous voyez que nous sommes tous connectés via Internet, nous sommes dans les réseaux. Les sociétés initiatiques africaines jouent un rôle de résistance culturelle face à l'homogénéisation culturelle mondiale. Elles préservent des langues, ça c'est vrai, des cosmogonies, on travaille dessus, des savoirs pratiques que nulle institution académique ne pourrait transmettre de la même manière. Nous nous forçons à préserver ce qui est traditionnel, ce qui est intéressant. Sauf que nous vivons dans le monde et nous vivons avec des gens qui veulent prendre nos ressources, qui veulent prendre nos biens, qui veulent détruire notre système pour implanter les leurs. Et donc, il y a un problème au niveau de la formation des élites, puisque dans plusieurs pays en Afrique, ces sociétés secrètes, bien sûr, contribuent à forger des leaders ancrés dans leur réalité culturelle, parfois en tension, mais souvent en dialogue avec les modèles de leadership occidentaux importés. Et vous allez constater qu'un jeune Africain, lorsqu'il vient en Afrique, il va dans les villages se faire initier, mais il sait bien que c'est pour le fun. Parce qu'en effet, son réseau n'est pas africain. Son réseau est occidental. Donc, chers Olampangui, lorsque vous rentrez chez les Yoruba, par exemple, ces gardiens du système, les Babalao, les gardiens du système de divinatoire du IFA, aujourd'hui, le IFA est reconnu par l'UNESCO comme patrimoine immatériel de l'humanité. Très intéressant, une culture magnifique, incarne bien sûr la figure du sage guide. Alors, à la fois conseil spirituel, juge et stratège politique, les Babalao en question des Yoruba leur influence dépasse largement le cadre religieux pour s'inscrire dans la gouvernance communautaire au Nigeria, au Bénin, au Togo et ainsi de suite. Mais sauf que, cher Olampangui, face à la puissance occidentale, à ma connaissance, le président du Nigeria est à la merci. Pour les Américains, pas très longtemps, tirer des missiles au Nigeria. Parce que vous arrivez au Bénin, avec talent, vous voyez comment ils gèrent, par exemple, l'AES. Bon, vous me comprenez. Ça ne veut pas dire que si tu es initié dans l'ordre du IFA, tu ne seras pas un traître à ta nation. Parce que les autres sociétés secrètes te tiennent également. Alors, même Pangé, il y a un défi contemporain aujourd'hui et de perception. Parce que les sociétés initiatiques africaines évoluent dans un contexte de méfiance croissante. Vous savez que c'est alimenté par des récits sensationnels, des instrumentalisations politiques qui brouillent leur image. Il y a la méfiance populaire et théorie du complot qui pilule ici sur le continent. Il y a l'affiliation à des sociétés secrètes, qu'elles soient africaines ou occidentales. Cela est perçu par une large partie de la population comme un facteur de corruption et d'opacité, puisque l'Église joue contre les sociétés secrètes, qu'elles soient occidentales ou africaines. L'Église est puissante sur le continent africain, fragilisant également la légitimité des dirigeants concernés. Lorsqu'on découvre que tu es un maçon, limite, tu es banni. Vous comprenez?
Et quand tu es également initié dans le vaudou, au Congo ici, on te considère comme un sorcier. Donc, l'Église joue son rôle aussi de diabolisation. Hein, le combat est dur. Voilà pourquoi Champagny a l'impact sur la gouvernance, puisque les accusations d'appartenance à des loges ou à des sociétés secrètes ont parfois suffi à discréditer des leaders politiques indépendamment de leur bilan réel. Il suffit de lui expliquer qu'il est initié, il fait des sacrifices des bébés, bah écoute, en 2 minutes, il est viré du système. Quand le système ne veut plus de toi, bah, tu as la rage. Cela révèle en fait l'ampleur du phénomène dans l'imaginaire collectif africain. Il y a donc une réconciliation, il faut réconcilier tradition et modernité. C'est ça l'enjeu. L'enjeu majeur que nous avons est de revaloriser les traditions initiatiques africaines dans un cadre de gouvernance contemporaine, sans tomber dans le folklore ni dans l'instrumentalisation politique. Mais ça, c'est un défi que ceux qui comprennent les enjeux doivent mener, puisque nous partons vers une reconnaissance et un dialogue interculturel aujourd'hui. Nous sommes dans un monde interconnecté et la tradition africaine, même si nous défendons cela, est en train de s'effacer devant nous. Des enfants qui naissent sur le continent n'arrivent même plus à parler la langue de leur mère. Et donc, il y a des enfants ici au Congo, à Brazzaville, nés au Congo, grandis au Congo, qui ne parlent que français et qui ont des difficultés de parler langue africaine. Parce qu'en effet, on n'a pas d'académie africaine, on n'a pas d'académie pour nos langues à nous, chers Jolan-Pangui. Donc, plutôt que de se positionner en opposition aux sociétés secrètes occidentales ou asiatiques, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que les sociétés initiatiques africaines ont tout à gagner et, je le pense, à affirmer leur singularité dans un dialogue mondial ouvert et équitable. Il faut que les sociétés secrètes africaines puissent proposer quelque chose de différent au concert des nations. Oui, le but n'est pas de disparaître et d'être fusionnel avec, bien sûr, les sociétés des autres, mais il faut présenter quelque chose. Et la chose, ce n'est pas seulement la danse autour du feu, cher Jonampang. Donc, valoriser les spécificités africaines, documenter, étudier et promouvoir les savoirs initiatiques africains comme contribution majeure au patrimoine de l'humanité, au même titre que les traditions ésotériques d'Occident ou d'Orient, comme ce que les Nigérians ont fait avec le IFA, le FA. Oui, Champagne, il faut promouvoir la transparence également, c'est-à-dire la transparence relative sur les valeurs, les fonctions sociales, l'éthique, permettrait en effet de dépasser des suspicions et d'ouvrir un espace de dialogue public sans trahir le caractère sacré des traditions. Mais ce qu'il faut retenir également, chers Zulampangui, c'est que même si nos sociétés secrètes cherchent le dialogue avec les Occidentaux, n'oubliez pas que dans le cas, par exemple, les Occidentaux, ils vont toujours vouloir notre peau. Parce que le but d'un occidental incarné sur la Terre est de transmuter, de phagocyter, de chitaoriser l'Africain. Il faut que vous compreniez cela. L'occidental ne va jamais accepter, cher Jonan Pangui, qu'un Africain puisse exister avec une identité africaine. C'est une impossibilité mathématique pour les leaders en Occident. Et l'Africain doit le savoir. Et puisque c'est comme ça, il faut multiplier de la prudence et comprendre comment positionner nos sociétés secrètes et former des êtres capables de gérer la situation. Donc, chers Pangui, il y a un dialogue pour un leadership éthique. Oui, un dialogue interculturel entre traditions initiatiques africaines, parce que les maçons sont sur le continent. Comment nous allons dialoguer avec les maçons? Comment nous allons dialoguer avec ceux qui viennent de l'ordre, les ordres de triade asiatiques, puisqu'ils sont sur nos territoires, ils vivent chez nous. Beaucoup des enfants africains, l'élite africaine qui ont des bourses d'études sont formés par l'élite en Occident. Les sociétés secrètes africaines ne donnent pas des bourses d'études pour leurs enfants. Ce sont les Occidentaux qui financent l'éducation des étudiants d'élite africaine qu'ils amènent en Occident et qui les ramènent pour être demain des cadres du continent. Pendant ce temps, la société secrète africaine n'a peut-être pas les moyens financiers pour suivre le rythme face aux grandes universités chinoises. Ah oui, cher Zolampangé, je me souviens lorsque j'étais étudiant en Chine, la Chine a déboursé des milliards de francs CFA pour des bourses d'études pour des étudiants africains. Ça continue jusqu'à aujourd'hui pour venir étudier, en effet, cher Zolampangé, en Chine. Alors, vous comprenez que il faut donc enraciner notre éthique. Et il faut comprendre que face à nous, il y a des forces occultes également. Comme nous travaillons dans les sociétés secrètes africaines, il existe aussi des sociétés secrètes occidentales en Afrique. Mais il est très difficile de trouver les sociétés secrètes africaines en Europe.
Il est très difficile de trouver les sociétés secrètes africaines en Asie. Parce que, sérieusement, cher Zola-Pangui, pour ceux qui comprennent comment fonctionnent les autres, nos sociétés secrètes, c'est pipi de chat face à la puissance des Borderwoods ou des Skull and Bones américains qui fait naître des présidents. Donc, vous voyez que, cher Zola-Pangui, il faut un dialogue entre civilisations, je suis d'accord. Mais la rencontre entre les figures initiatiques d'Afrique, d'Occident et d'Asie n'est pas une utopie. C'est une nécessité historique. Sinon, les maçons sont là, ils ne vont pas attendre que les Africains grandissent ou pas. Tant que nous allons rester comme des bébés, on va se faire taper. Donc, chaque tradition porte en elle une réponse partielle aux grandes questions de l'humanité. Comment transmettre le pouvoir? Comment former des leaders? Comment équilibrer le visible et l'invisible? Voilà pourquoi, cher Zola Pangui, ensemble, ces traditions pourraient, je dis bien, pourraient dessiner les contours d'une gouvernance mondiale plus sage et plus juste. Sauf qu'il y a un problème, c'est que parfois, nous n'avons pas les mêmes valeurs que les autres. Ah ouais, pendant que l'autre, l'Africain, parfois est fondé sur les valeurs du Ubuntu, les autres sont fondés sur les valeurs du pillage. Comment voulez-vous que deux traditions aussi opposées, le voleur et le protecteur de la nature, puissent fonctionner en synergie? Alors peut-être qu'il est temps pour nous, en tant qu'Africains, de pouvoir repenser nos sociétés secrètes, repenser nos traditions, comme l'enseigne notre ancien Mbong Bassang du Cameroun, que je salue en passant, qui nous dit qu'il est temps peut-être que la science puisse reprendre sa place dans nos sociétés secrètes et que nous sortons parfois du dogmatisme inutile face aux triades ou yakuza japonais. On n'a pas intérêt à être faible, chers Zolampang. Alors, Mpangui, c'est par ces paroles que j'aimerais en effet débuter ce Kaboula. J'espère que cette petite introduction va nous permettre de vraiment gérer la situation. Je vais donc vous mettre juste en bas le lien pour les Mpangui qui veulent venir sur le plateau pour que nous puissions parler. Le sujet me tient beaucoup à cœur. J'espère que ça va vous intéresser également. Ce sujet est d'une importance capitale puisque, en effet, nous ne sommes pas derniers par hasard, nous ne sommes pas tapés par hasard. Nous avons un problème au niveau de nos sociétés secrètes. Est-ce que nos sociétés secrètes sont adaptées au monde d'aujourd'hui? Est-ce que nous devons faire une révolution, une renaissance au sein de nos sociétés? Chers Zola, vous avez la parole. Venez sur le plateau pour qu'on puisse en parler avec Zola. L'élite africaine face aux sociétés secrètes occidentales et asiatiques, est-ce qu'un Africain a le droit ou peut être au même moment, cher Zola, initié dans une société secrète occidentale et au même moment être initié dans la société africaine? Est-ce qu'un Africain, cher Zolampangi, initié dans la maçonnerie, la Rose-Croix, les Skull and Bones, les sociétés secrètes des Bilderberg occidentaux, ces sociétés secrètes occidentales, peut également, cher Zolampangi, être un dirigeant politique et défendre sa nation en Afrique? Alors, j'aimerais qu'on en parle, puisque nous connaissons les réponses, nous voyons la réalité sur le terrain, mais il est clair de constater cela et euh, il est peut-être important pour nous de repenser les choses afin de lancer les nouvelles bases d'une civilisation euh, initiatique solaire. Alors, Mpangui, prenez le temps de venir sur le plateau et pour que nous puissions vivre ensemble ce Kaboula multidimensionnel. Mato de Mamek. Alors, est-ce que les Mpangui, est-ce que le son passe? Est-ce que c'est la timidité sacrée ou quoi? Voilà, je vous attends sur le plateau parce qu'en effet, parfois on se pose des questions sur notre situation dans le monde et notre, même au niveau personnel, lorsque vous voyez la vie des nôtres un peu partout, que ce soit en Europe, en Amérique, vous voyez comment les Kamites, les Mélandoudèmes vivent aujourd'hui, chers Olampangui, on se rend bien compte qu'il y a un problème, on n'a plus le contrôle de notre histoire, nous fonctionnons dans le paradigme occidental, nous avons été éduqués dans le système occidental, nous parlons la langue occidentale, nous fonctionnons, nous vivons, nous mangeons, nous faisons tout à la manière occidentale.
Et lorsque nous rentrons dans la tradition africaine, parfois on se rend bien compte qu'il y a une certaine incompatibilité entre la société africaine, cher Jolampangui, et le pouvoir des autres sociétés dans le monde. La manière dont est structurée l'Asie avec les sociétés asiatiques, cher Jolampangui, l'Afrique est trop désorganisée, ce n'est pas possible. Mbote, Papa Girard, est-ce que tu m'entends? Papa Girard vient de nous rejoindre. Le micro, papa. Oui, là, tu m'entends là? Beauté, tu m'entends? Oui, là, je t'entends. Mbote, papa. Beauté. Oui, alors, bon, j'écoute avec attention parce que j'ai déjà eu cette discussion avec des amis de Martinique. Et alors, moi bon, je sais pas s'il faut intégrer la tradition ou la culture des autres, mais je pense qu'il faut faire évoluer notre tradition. Parce qu'en Martinique, on avait une pratique, c'est-à-dire que, par exemple, contre les voleurs, les gens utilisaient leurs connaissances pour faire que celui qui rentre dans ta maison, soit on le retrouve à nettoyer la maison, soit il a tellement peur qu'il ne revient plus, même passer près de la maison, il n'en a plus envie. Et, et aujourd'hui, en fait, celui qui ne serait qui parle de ça, on le considère comme un sorcier, comme un méchant. Et donc, on considère qu'il faut appeler les gendarmes, par exemple, pour venir régler nos petits problèmes, alors que on le faisait avec la tradition. Et aujourd'hui, la tradition est considérée comme tu disais hier, en fait, beaucoup d'entre nous vivent ça comme de manière religieuse, en fait. Il faut aller faire sa petite prière aux divinités et puis revenir tranquillement dans ses pratiques. Et souvent des pratiques qui sont plus occidentales qu'africaines. Et en Martinique, il y a quelqu'un qui m'a dit on peut être chrétien et vaudou et en même temps franc-maçon et tout ce qu'on veut et que ça pose aucun problème. Mais cette personne-là qui me dit ça, en fait, a une pratique qui est basée sur la tradition des autres. Sur la tradition des autres. Et sa propre tradition, il refuse systématiquement de l'étudier en profondeur pour pouvoir la faire évoluer dans le sens où, parce que quand on regarde, souvent les gens posent la question, si on était aussi puissant, pourquoi on est dans cette situation-là? Parce qu'ils ne connaissent pas en fait l'histoire, ils ne connaissent pas les choses. Et comme tu viens de dire, notre tradition, c'est l'évolution de l'homme, devenir un homme dans la nature, conscient des choses, connecté à la nature, et pas spécialement dans une démarche pour faire du mal. Alors, en Martinique, on a par exemple les dorlis, ils ont utilisé une technique de la tradition pour faire du dorlisme. Et souvent, notamment aux Antilles, souvent, on a utilisé des connaissances pour faire du tort à nos amis, à nos compatriotes. Et je pense que pour moi, l'idéal, ce serait de reprendre, de redonner sa lettre de noblesse à notre tradition et de la faire évoluer par rapport au système. C'est-à-dire ne plus se contenter simplement d'être gentil avec les plantes, avec tout ça, mais utiliser ces mêmes connaissances-là pour se protéger face à ce que font les autres. On n'est pas forcément obligé de devenir des tueurs, des yakuza, des mangeurs de cœur, tout ça, mais de mettre en place des boucliers capables d'arrêter ces gens-là sans forcément leur faire du mal. Lorsque vous me suivez depuis un certain temps, papa, je parle souvent de ce qu'on appelle l'intelligence communautaire, la capacité de pouvoir fonctionner en synergie ensemble. Ouais. Et tout à l'heure, je vous ai mentionné qu'en Afrique, on a un problème, c'est que les différentes sociétés secrètes africaines ne se parlent pas, en majorité. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a, parce qu'en Afrique, le problème, c'est que les sociétés secrètes africaines sont maintenant devenues des ethnies. C'est-à-dire que l'Occident a réussi quelque chose de magnifique. C'est-à-dire qu'en Afrique, on pense qu'une ethnie a toujours existé, ce qui est contraire en fait à ce que nous sommes réellement, puisque comme nous l'enseigne la tradition Congo, ce sont des écoles initiatiques qui sont devenues en effet aujourd'hui des ethnies. Donc, vous avez des ethnies, des tribus qui ne se parlent pas au niveau échange culturel, échange des valeurs, échange des technologies. Parce qu'on se dit non, ça c'est pour nous. Et donc, le principe de diviser pour mieux régner nous perturbe, papa Gérard, et Oui, empêche tout à fait. beaucoup aujourd'hui à s'émanciper. Donc, on a des connaissances, ces connaissances
conservés dans des tribus, entre parenthèses tribus, et ces tribus défendent cela bec et ongle. Et au milieu de Ouais. tout cela, il y a la maçonnerie, par exemple, qui unifie toutes les tribus. C'est-à-dire, quand vous arrivez en Ouais. Afrique, par exemple en Afrique centrale, ou dans l'Afrique francophone, vous allez retrouver des intellectuels ou bien des initiés africains qui sont dans leur Mhm. tribu, qui sont initiés dans les technologies ancestrales africaines, mais qui sont également maçons. Donc, Ouais. en fait, l'Occident a réussi, il a réussi quelque chose, l'Occident a réussi quelque chose de magnifique ici, de terrible. C'est-à-dire que lorsque tu appartiens à la maçonnerie, il n'y a plus de tribu, parce que ça devient une famille internationale. C'est-à-dire que, mais lorsque Mhm. tu es sur le continent africain, dans un pays, ces fameuses tribus ne se parlent pas, ne se changent Ouais, pas. tout à fait. Mhm. Voilà. Et c'est la même chose que Ouais. l'Église catholique a fait ici. Donc, les gens vont à Mhm. l'Église catholique, ils sont tous chrétiens catholiques, mais chacun, lorsqu'il rentre dans sa tribu, il ne se parle pas. Et les gens traditionnels qui, Mhm. non, c'est le mariage de ma tribu, c'est la fête de la tribu, c'est le rituel de ma tribu. Voilà, vous n'avez pas le droit d'être là, c'est l'initiation de ma tribu. Mais quand ils rentrent à l'Église, ils sont tous chrétiens. Donc, le problème que je soulève ici, c'est quoi, papa Gérard? C'est que nous avons une élite partout dans les Caraïbes, en Afrique, dans la diaspora, qui sont face aux sociétés secrètes des autres. Et Ouais. les autres sont disciplinés, organisés, Mhm. structurés. Et nous, nous pensons que nous allons nous battre face à ces gens sans pour autant nous-mêmes, nous, comme tu l'as dit tout à l'heure, rendre les lettres de noblesse à nos propres traditions, travailler pour nos traditions, réanimer les traditions. Mais pour réanimer les traditions, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour les uns les autres. Mhm. C'est ça le problème que nous avons. Papa Gérard. Ouais. Non, non, en fait, c'est vrai ce que tu dis, parce que quand je regarde le cas de la Martinique, tu parles de tribu. Nous, en Martinique, c'est plus le problème de tribu, puisque bon, on ne sait pas qui on est. Moi, j'ai fait des recherches d'ADN. Je sais que du côté de mon père, je suis originaire du Nigeria, de la tribu Edo, mais on est très rare à savoir ça. Par contre, ce qu'on a, c'est les religions. C'est-à-dire que moi, dans ma famille, dans la famille de ma mère, on a des adventistes, des témoins de Jéhovah, des catholiques. Et en dehors des pratiques, effectivement, hors religieuses, quand il s'agit de religion, on est des frères ennemis, effectivement. Donc, et ça, l'Église a réussi ça. En fait, l'Église et puis les religions protestantes ont réussi ça, effectivement, aussi en Martinique. On a aussi un autre problème en Martinique, c'est la cohabitation, par exemple, avec Haïti. En Martinique, on a le vaudou, mais qui est utilisé à 90% pour faire du tort aux voisins. Mais aujourd'hui, le système occidental a réussi à réorganiser, parce que ça commence à diminuer, à réorganiser la division entre la Martinique et Haïti. Parce qu'on a beaucoup d'Haïtiens qui vivent en Martinique. On a des Haïtiens, des Martiniquais aujourd'hui qui ont une posture, qui sont même prêts à prendre le fusil contre les Haïtiens, sous prétexte que ce sont des ennemis et qu'il faut du vaudou contre nous, etc., etc. Alors que pendant quelques années, pendant plusieurs années, les Martiniquais ont utilisé les Haïtiens comme des esclaves. Donc, les Haïtiens travaillaient pour les Martiniquais pour 50 francs Hmm. français pour un mois. Aujourd'hui, l'Haïtien, il vient en Martinique, il ouvre beaucoup de magasins en Martinique, appartient aux Haïtiens maintenant. Beaucoup de plantations appartiennent aux Haïtiens. Parce que le Martiniquais qui est devenu bureaucrate ne veut plus toucher à la terre, ne veut plus faire ces travaux-là. Ce sont les Haïtiens qui le font, mais les Haïtiens ne le font plus de la même manière. Ils ont appris que si on travaille, c'est pour gagner de l'argent. Donc, ils ouvrent eux-mêmes des entreprises et ils embauchent aujourd'hui des Martiniquais. Et c'est vrai que si on était unis avec Haïti, comme ça a été le cas lors de la Révolution, quand Martinique est Hmm. allé aider Haïti, Haïti est venu aider Martinique, la Guadeloupe, etc. Si on avait gardé cette pratique-là après l'esclavage, effectivement, on serait beaucoup plus puissant, mais le système a fait que s'il n'y a pas ça, et ce que tu dis là, l'histoire du Zola entre nous, mais ça se vit dans la même fratrie. Dans la même fratrie, moi, chez ma maman, nous sommes 11 frères et sœurs. Mon grand frère, nous sommes 2 garçons. Mon grand frère, le troisième enfant de ma maman, il parle pratiquement plus au reste de la famille pour des raisons qu'on Effectivement. ne peut Effectivement. pas montrer. Quoi. Et effectivement, la solution, ce serait l'union, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, vous Bon, moi, comprenez que ouais. nous sommes donc face à un dilemme, papa. C'est-à-dire que nous avons des familles, nous avons des communautés, les gens sont dans l'incapacité de parler même de la même famille.
ouais, Comment voulez-vous lutter contre des sociétés secrètes comme les Bilderberg, par exemple, ou les Illuminati? ouais, Comment pouvez-vous vouloir libérer le continent si individuellement on a l'incapacité de fonctionner dans notre propre famille? tout Tu vois, à c'est le fait. sujet est sensible là. C'est-à-dire que, Oui, papa, le continent a des ressources, il y a le pétrole, le diamant, l'uranium, mais sauf qu'il y a un problème où l'être africain, même lorsqu'il est dans sa propre société secrète africaine, ça ne lui donne pas de la capacité, de l'intelligence, de la structuration pour aimer son frère. C'est ça, ouais, ouais, c'est ça. ouais. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu vous poser la question. Aujourd'hui, les sociétés initiatiques africaines valent-elles, papa, celles des autres? Est-ce que nos sociétés secrètes africaines valent-elles celles des autres? C'est ça le problème. Moi, je dirais, je serais tenté de dire oui. Et je dirais que le problème, c'est pas la société secrète elle-même, c'est pas l'initiation, c'est l'individu. Tant que l'individu africain ne va pas reprendre conscience que sa puissance, c'est l'union. Parce que moi, je dis ça en Martinique, on critique les béquets, par exemple, qui sont dans une société secrète, ils sont francs-maçons. Euh, les béquets, ils ont beau avoir des problèmes entre eux, ils sont entre eux. Quand ils ont entre eux un problème, ils vont le régler entre eux. Quand ils sont face à nous, ils font bloc. Et nous, on n'arrive pas à comprendre que. Alors, je leur dis, mais pourquoi on Mais n'adopte qu'est-ce pas la qui même fait, posture? papa Gérard, qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à faire bloc? Qu'est-ce qui fait? Parce que l'homme est le produit de son éducation, l'homme est le produit de son milieu. Parce que les Occidentaux, l'élite occidentale est formée par une société secrète. Oui, Par exemple, mais là, nous, je suis en train de lire un article. Pendant que tu parlais, j'ai tapé Martinique. Alors, attends. J'ai tapé Martinique, par exemple, ici. C'est l'un des territoires les plus puissants de la maçonnerie en France, dans les oui, Caraïbes. Bon, vous voyez qu'en effet, on dit qu'on est contrôlé, on est dominé, mais sauf que la majorité des nôtres sont de la maçonnerie. Regardez, ouais, je vous partage par exemple l'écran. Ici, papa, je pense que, voilà, c'est un site ici, Attila. Le Grand Orient, donc la Grande Loge, le Grand Orient de France, a pour vocation à changer la société. Alors, je vais descendre un peu ici. Le Grand Orient de France est une association maçonnique d'environ 56 000 membres et de 1400 loges. En Martinique, il y a environ 450 frères et sœurs répartis dans 9 loges. Ce sont ces loges qui ont organisé la conférence. La conférence, là, que vous voyez là. Donc, mhm, ils ont croisé le préfet, les préfets de la Martinique, mais c'est les maçons, quoi. C'est-à-dire que les mhm, maçons se retrouvent, ils parlent entre eux. Le ouais, problème, c'est que ces maçons, c'est les mêmes personnes qui sont disciplinées dans la maçonnerie, mais dès qu'ils deviennent, ils rentrent dans la loge africaine, ils rentrent dans les sociétés africaines, on devient indiscipliné. Moi, la question que j'aimerais mhm. vous poser, parce que lorsque je regarde cette salle, c'est les nôtres, regardez les têtes, c'est les Oui, nôtres. oui, tout Les à fait. nôtres qui sont dans la maçonnerie, dans les Caraïbes. Bon, oui, il y Alors, a des ouais, béquilles également, mais on est majoritaire, en fait, dans la maçonnerie. mhm, tout à fait, ouais, Bon, pourquoi, lorsque on rentre dans la maçonnerie, lorsque on rentre dans le Skull and Bones, lorsqu'on rentre dans les Borderhoods, en fait, dans les confréries occidentales, par exemple, on est très discipliné. On est plus mhm, discipliné que lorsque nous rentrons dans les confréries africaines. Parce que lorsque les maçons sont dans la confrérie martiniquaise, je ne vais pas lire tout l'article, mais lorsque les maçons sont dans la confrérie en Martinique, les nôtres qui sont dans la maçonnerie en Martinique, ils se font des passations de marché. ouais, Ils se font des ouais, choses entre eux. mhm, Pourquoi, lorsque la même personne entre dans une confrérie africaine, elle devient méchante? C'est ça la question que je vous pose. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un problème qui est là, papa, et qui est bizarre? Parce que lorsque je regarde cette salle, excusez-moi, ce sont les nôtres. Et les maçons sont également ici en Afrique. Les maçons sont au mhm, Sénégal, les maçons sont au Maroc, les maçons sont partout. Les maçons sont en Asie, et les maçons partout. La question, c'est que lorsque les maçons se retrouvent entre eux, dans la Grande Loge de France, par exemple, ils s'entraident. Ce qu'ils n'arrivent pas à mhm, faire lorsque le même Africain, le même Noir, le même Antillais n'est pas dans la loge maçonnique. Lorsqu'il n'est pas dans la loge maçonnique et qu'il est dans le vaudou, par exemple, ce que tu venais de dire tout à l'heure, ben, il change radicalement. mhm, C'est-à-dire qu'il commence à détester l'haïtien, il commence à haïr ouais. son frère. Il y a un problème. Eh, papa Gérard.
Tout à fait. Moi, je traduis ça par le fait qu'on nous a éduqués à nous détester nous-mêmes. Depuis l'école maternelle, on apprend à l'enfant, il faut que tu sois le premier, on est en compétition avec nous-mêmes et on nous a appris à défriser, bon, en Afrique aussi, à défriser les cheveux, à blanchir la peau, etc. À dire que notre apparence ne symbolise pas la puissance, ne symbolise pas la connaissance, ne symbolise pas l'intelligence. Et je rencontre ici des gens, il y a un camarade qui me racontait ce matin, un monsieur qui, dans un magasin, expliquait à un acheteur qui était blanc comment fonctionne une machine. Et le monsieur, il ne comprenait pas. Et il y a un noir qui vient et qui écoute et qui comprend. Et l'autre noir lui dit, bon, ben, tu n'es pas un noir, toi, tu es un blanc déguisé, tu es un blanc qu'on appelle un noir. Sous prétexte que comme il est noir, si le blanc ne comprend pas, l'autre dit, comment le blanc ne comprend pas? Et que toi, noir, tu arrives à comprendre, c'est que tu n'es pas un vrai noir. Donc, quand on nous a mis dans une posture où nous sommes inférieurs, les nôtres, ils vont dans la maçonnerie, effectivement. Comme on leur donne des choses, parce que moi, je connais des camarades qui sont dans la maçonnerie, ils vont pour la réussite matérielle, on leur donne des facilités. Donc, quand ils reviennent dans notre tradition, ils se disent que de toute façon, là, il n'y a que des noirs. Et comme le noir, ce n'est pas un symbole de réussite, de toute façon, je vais, par exemple, dans le Bénin pour m'amuser et qu'il n'y a pas possibilité là de s'émanciper, de gagner quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça qu'ils sont très disciplinés dans la maçonnerie et ils ne seront jamais disciplinés dans la tradition. Dans notre tradition africaine. Voilà, dans les soirées belles de Martinique, par exemple, ils arrivent, moi j'ai vu des tambouillés se battre littéralement pour jouer au tambour. Je leur dis, mais si vous étiez réellement initié dans la tradition belair, vous ne vous seriez pas battu. Vous ne devez pas vous battre pour ça. Voilà, on sait très bien à quel moment qui doit jouer, etc., selon les énergies, mais ils arrivent à se battre alors ils essaient, ils ont créé des systèmes d'organisation du monde belair, mais ils sont toujours dans une posture folklorique, une posture doudouiste de la chose. Donc, on fait la tradition en Martinique, souvent, c'est pour amuser l'autre. C'est pour amuser l'autre. Donc, on est très fort quand il faut monter sur le bateau de touristes pour faire danser du Bel Air. Et quand je leur dis, mais écoutez, le mot Bel Air déjà qui vient de la langue lumière, qui signifie l'art de soigner, pourquoi on n'utilise pas ça pour rassembler notre peuple et nous guérir de certaines choses? Mais on me dit, oui, mais bon, ça va faire fuir les autres, c'est pas possible, etc. Et puis, on n'a pas le temps, et puis, c'est pas prouvé, et puis, etc., etc. Quand ils vont en maçonnerie, tout ce qu'on leur dit, ils avalent, ils ne vérifient pas, parce que on va leur dire, si tu as 200 euros, demain matin, tu auras 20 000 euros, il suffit de vendre ça et d'écouter et de faire ce qu'on te dit. Donc, quand c'est l'autre qui dit, ils écoutent. Quand c'est un compatriote, un frère qui dit, le frère, il n'a aucun droit de dire. Ça ne passe pas. Ouais. Ça passe pas. Donc, c'est incroyable. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on nous a. Oui. moi, je dis, je ne sais pas qu'est-ce qu'on nous a fait. Alors, personnellement, j'ai pris le parti, je me suis dit, et tu l'as dit une fois, j'arrête d'essayer de fonctionner avec les adultes, puisque je suis éducateur de manière professionnelle, et je travaille avec les enfants. J'essaie de culquer aux enfants la notion de faire ensemble, la notion quand je fais avec des grands jeux, par exemple, je leur dis, ce qui compte, ce n'est pas de gagner, mais c'est d'arriver tous ensemble. Et c'est une notion qui, effectivement, chez les adultes, ça ne fonctionne pas. Même les adultes qui jouent avec les enfants, ils sont prêts à bousculer des enfants pour gagner. Donc, les valeurs sont inversées. Ce qu'on disait qui n'était pas bien, aujourd'hui, c'est devenu bien. Ce qui était bien est devenu obsolète. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être correct, d'être machin. Il suffit qu'on soit riche, on roule en BM, même si on va mettre 5 euros d'essence dedans, c'est pas grave, mais on a une BM quand même. Donc, les valeurs sont inversées. Et quand ils sont dans la franc-maçonnerie, par exemple, ils peuvent rouler un BM et faire le plein. Donc là, à ce moment-là, il n'y a pas, on peut vendre son âme, on peut machin, on va rouler un BM et mettre le plein. Donc, c'est ce qu'on veut. Donc, ils sont disciplinés parce que, mais souvent, ils sont plus eux-mêmes de toute façon. C'est des vrais zombies. Parce que bon, souvent, ils ne sont même pas capables d'expliquer réellement ce qui se passe dans la franc-maçonnerie. Effectivement. Donc, maintenant, notre papa Gérard, vraiment, reste là.
On va donner la parole à d'autres parents qui viennent de nous rejoindre. Vraiment, papa Gérard nous a fait une bonne analyse de la situation. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver sur le plateau, notre question aujourd'hui, c'est notre élite, donc les intellectuels, que ce soit du continent africain ou de sa diaspora, que ce soit dans les Caraïbes, dans les Amériques, partout où nous sommes, face aux sociétés secrètes occidentales et asiatiques. La question, c'est que les sociétés initiatiques africaines valent-elles celles des autres? Puisque nous constatons que souvent, nos sociétés secrètes ne forment pas des êtres capables de fonctionner en synergie, en communauté, pour le bien-être de tout le monde. Peut-être que je peux me tromper là-dessus. Je vous donne la parole. Nous avons donc Mpangi Hugues, hein, Mpangi Hugues Mbote. Beauté, papa. Mbote, comment tu vas? Pas bien, j'espère que vous allez de même chez Oui, vous. ça va très bien. On t'écoute, papa Hugues. D'accord, papa. Merci pour la parole. Pour commencer, il faut dire que l'esclavage et la colonisation, et même l'éducation actuelle, ont donné comme résultat ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, Hmm. avec les sociétés secrètes, comme vous l'aviez dit, on remarque une grande manque d'intelligence. Et même vous avez donné un exemple. Le gourou, bien disons, le grand et l'ancien même de la tradition, lorsqu'on va lui demander où on peut s'acquérir des armes, c'est compliqué. On a aussi les sociétés secrètes aussi dues à la colonisation aussi qui sont devenues comme des clans que vous avez énoncés. Et puis aujourd'hui, on parle d'hybrides sociétés secrètes africaines. Et moi, pour ma part, ce sont les grands points, mais les gros problèmes qu'on trouve aujourd'hui. Pour ma part, je pense que avec les sociétés hybrides, on ne pourra pas avancer, on ne pourra pas faire quelque chose avec les sociétés hybrides. Parce que de plan, disons, de manière logique, on ne va pas voir quelqu'un qui est de la société initiatique, de la triade, en même temps franc-maçonnerie. De ma connaissance, je ne pense pas que ça existe. Donc, c'est Alors, tellement logique que... papa Hugues, attends. Donc, si je comprends D'accord, papa. bien, dès le Mhm, départ, tu nous fais mhm. comprendre que nous sommes comme ça aujourd'hui parce que nous sommes passés par Papa. l'esclavage et la colonisation. C'est ça. D'accord, oui, c'est ça, papa. Et deuxièmement, tu penses que pour s'en sortir, il ne faut pas être dans l'hybridisme. En fait, il faut être dans la tradition propre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger les autres traditions avec les nôtres. C'est ça. Oui, papa, pour être encore plus, pour avoir une société secrète plus solide, je pense que étant hybride, ça ne pourra pas donner grand-chose. Mais cette Afrique que Maintenant, nous je vais te voulons. poser une question. L'Africain Oui, aujourd'hui qui gère la société secrète dans un pays africain, oui, papa. il est né, par exemple, je prends le cas du Congo, du Cameroun ou du Gabon. Il est né au Mhm. Gabon, par exemple. Il a été éduqué D'accord. dans le système occidental. Il a fini ses Mhm. études au Gabon, il est parti en France. Il a étudié en France, il est parti aux États-Unis, étudié aux États-Unis, et puis il revient en Afrique, et c'est lui qui prend le relais, par exemple, pour gérer la société secrète gabonaise. La question D'accord. que j'aimerais te poser, cette personne-là, est-ce qu'elle est Mhm. africaine ou bien elle a un corps africain, mais une éducation occidentale? Est-ce qu'elle est africaine ou elle a un corps occidental? Je parle bien ça. Est-ce que cette personne est Oui, apte à oui. gérer une société secrète africaine? Papa, pour ma part, non. OK. Maintenant, deuxième question. Oui, papa. Euh, Quelles sont les conditions qu'un Africain doit remplir pour diriger une société secrète africaine? Pour pouvoir diriger une société secrète, pour ma part, l'Africain en question doit grandir dans cette société. C'est-à-dire, il doit être éduqué depuis cette société-là, à tous les niveaux, par sa manière d'être. En fait, il doit être ancré dans son éducation de telle sorte que, étant même en Chine, que ce soit en Occident et tout, euh, il ne puisse pas avoir, comment on va dire ça, ne puisse pas être, comment on appelle ça, disons Manipulable, désorienté. quoi. Manipulable. Voilà, c'est ça. Merci, c'est le mot que je cherchais, manipulable, papa. Mm. Mais j'ai une autre question pour toi. Une personne, D'accord, papa. et tu sais qu'en Afrique, il existe des sociétés secrètes. Tu es d'accord avec moi? Oui, papa. Et qu'il y a des Africains qui grandissent dans ces sociétés. On est d'accord? Oui, papa. Pourquoi ces Africains n'ont pas d'impact sur nos pays?
Pourquoi c'est ceux qui sont dans les loges occidentales, les Occidentaux ou des Asiatiques qui dirigent l'Afrique? Pourquoi les Africains qui sont nés dans les sociétés secrètes africaines ne manifestent pas cette société africaine, ne manifestent pas la connaissance africaine dans nos sociétés? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, papa, je comprends. C'est dû à quoi ça? Et pourtant, il est né dedans, il a grandi dedans, il est bien formé dedans. Quand tu arrives chez les Bassa, il y a des gens au Cameroun qui sont Bassa, nés dans la tradition Bassa, qui a grandi dans la tradition Bassa, qui n'est jamais sorti du Cameroun. Excuse-moi, lorsque tu prends une telle personne, tu le mets devant un ingénieur camerounais qui est sorti de l'Allemagne, la cognition, les deux ne sont pas pareils. Et pourtant, l'autre est initié. Il a grandi dans la société Bassa, Bamileke, il a grandi dans la société Congo, il a grandi dans la société Vaudou, Ifa, Yoruba. Mais lorsque tu le mets à côté de quelqu'un qui sort de Londres, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, papa, je suis. C'est dû à quoi ça, d'après toi? Papa, pour ma part, je pense que c'est dû au fait que notre société secrète Hmm. euh, n'ont pas, je dirais pas évolué, mais ne sont pas adaptés avec le fil du temps. Oui, oui. Parce que, Donc, on n'est pas adapté, papa, papa, on s'occidentait toujours ou comment? Je ne comprends pas. Mais je pensais que la société secrète devait avoir des connaissances multidimensionnelles issues des ancêtres, tu vois. oui, oui, Alors, ils doivent s'adapter au monde, je suis d'accord. Mais donc, oui, si je comprends bien, d'après toi, nos sociétés secrètes ne sont pas adaptées à la réalité d'aujourd'hui. oui, papa. Je pense que ne sont pas adaptés à la réalité d'aujourd'hui. Et comment faire pour que les sociétés secrètes soient adaptées? Pour qu'elles soient adaptées, papa, il faut que non seulement, en fait, il faut réactualiser les sociétés africaines, papa. En quoi faisant? Imagine, on est au cœur de la forêt. On est au Oui, papa. Cameroun, on est en RDC, on est au cœur de la forêt. Tu es assis là, il n'y a pas le courant, parfois problème d'eau et tout. Bon, comment tu vas faire pour que la société soit adaptée? D'accord. Pour une première, pour ma part, hein, Mhm. faut, papa, il faudrait que les sociétés d'abord africaines, pour ma part, euh, il y ait d'abord ce qu'on appelle, on va parler d'une cohésion, je sais pas, papa, si vous voyez, de telle sorte que celui qui est Yoruba puisse naturellement partager, disons, ses connaissances à celui qui est Zoulou, je sais pas. Mais oui, je Donc, comprends, mais comment faire ça? Puisque n'oublie pas que les Yoruba aujourd'hui, c'est devenu une tribu. Les Zoulous, bah, mhm, d'abord, tu connais les Zoulous, hein, ils peuvent jamais vous partager la connaissance. Hein. oui, papa. Lorsque tu as l'Afrique du Sud, vous savez qu'il y a beaucoup d'Africains qui se font tuer en Afrique du Sud. Oui, oui, Bon. Donc, comment aller dans un pays où les autres Africains vous tuent? Comment, déjà, si, ça c'est pour le pain. Bon, si c'est pour la tradition, ça sera un peu compliqué. La question, c'est que, comment faire pour réanimer les sociétés secrètes africaines? Puisqu'on est d'accord que un Africain, il y a des Africains initiés dans leurs sociétés secrètes. Tous nos parents oui, qui sont oui. nés sur le continent, la majorité dans les villages, sont initiés dans les sociétés secrètes. Mais je D'accord, t'assure, papa. aujourd'hui, si je prends un exemple, hein, regarde ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui entre l'Amérique, Israël et l'Iran. Imagine que l'Amérique et Israël se mettent en guerre contre le Bénin. Et qu'il y a des initiés au Bénin. La guerre va prendre quoi? 2 secondes, 2 heures? Tu vois? Mhm. Bon. Et pourtant, la société secrète est là pour booster la technologie, la connaissance de la nation. Comment faire pour que nos sociétés secrètes soient à jour? D'accord. Papa, pour ma part, moi, je pense que lorsqu'on rentre dans toute société secrète, on a Hum, déjà ces personnes qu'on appelle élites. Peut-être, disons, quand tu rentres peut-être dans la société, on va dire Yoruba, mais hum. il y a forcément un roi. On sait qu'après le roi, voilà son successeur, voilà telle personne. Je pense que ces élites qu'on va dire, ces élites prochains, là, c'est eux que, tous les élites prochaines de chaque, disons, on va dire clan africain, c'est eux qu'il faudrait les montrer la, comment on appelle ça, la réalité actuelle. Pour ma part, Qu'est-ce que tu appelles, papa Hugues, qu'est-ce que tu appelles par réalité actuelle? C'est quoi en fait tu parles? Tu parles de quoi? Quand tu dis il faut les réactualiser, il faut leur montrer la réalité actuelle, de quelle réalité tu parles? papa, je parle des enjeux de maintenant et puis des limites aussi de nos pratiques traditionnelles vis-à-vis des enjeux de OK. notre ère.
Ok, je vois. C'est intéressant ce que tu dis, hein. Mais D'accord. tu te rends compte, si tu vas chez les Yoruba, tu leur dis ça, Papa, pour ma part, on n'a pas besoin de leur qu'ils dire. sont Il faut limités, créer des pasteurs. il faut actualiser. Hein, tu dis? Mhm. Pour ma part, il faut créer des pasteurs. Quand je dis pasteur, c'est un peu, peut-être c'est par abus de langage. Mais disons que si c'est lui qui est censé être le futur roi Yoruba et c'est lui qui est Mhm, censé être le futur roi Zulu, tous mhm, ces futurs rois, disons, sont, disons, on va même dire qu'ils sont à l'école initiatique Kimuntu, hein. Ils sont éduqués et tout, mhm, tout là-dedans. Quand ceux-là vont mhm. retourner vers les sources, naturellement, vont rechanger le cadre. Ils vont réorganiser les mouvements initiatiques, tout et tout, tout et tout, Mais tout, tout. le problème que nous avons, papa Hugues, c'est que nos propres élites dont tu parles, là, nos rois là, ils sont Pourquoi aussi pas? maçons. Parce que Ah, n'oublie pas que papa. pendant que toi tu cherches à les éduquer, l'Occident aussi cherche à les éduquer, l'Asie aussi est rentrée en marche là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas comme si on vit en autarcie et que nos enfants seront éduqués par nous. Non. Pendant que nous allons chercher à éduquer les nôtres pour qu'ils puissent comprendre les valeurs d'aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui du monde, la géopolitique, la géostratégie, l'Occident travaille dessus aussi. L'Occident va venir dans un pays, il va donner des bourses d'études aux enfants qui doivent aller étudier à Harvard, à MIT, papa. Et ces enfants qui vont finir là-bas vont revenir en Afrique. Ils sont initiés dans les sociétés secrètes africaines, initiés dans les sociétés secrètes occidentales, formés dans la technologie et les valeurs occidentales. Une fois qu'ils reviennent chez nous, c'est eux l'élite en fait. Parce que n'oublie pas que les élites chez nous, ce sont des gens qui ont étudié. Oui, oui, Regarde toi-même. On est d'accord. oui, papa. Mais nous, on n'a pas d'école africaine. On n'a pas de paradigme, d'école qui forme des gens au paradigme africain. Aucun pays africain travaille dans l'ancestralité africaine, dans la biotechnologie, la spinotronique, l'informatique cognitive, l'aviation. Ça n'existe pas. Ça dit que les Africains, dans tous les domaines, l'architecture et ainsi de suite, nous sommes occidentalisés. Alors, comment faire pour avoir un nouveau Africain? Parce que c'est-à-dire que c'est compliqué. On parle de l'Afrique, on parle de la renaissance du continent, on n'a pas des outils, on n'a pas, tu vois, on n'a pas la technologie, on n'a pas l'approche, on n'a pas des centres, on a rien. C'est-à-dire qu'on parle de l'Afrique dans le paradigme occidental. Aujourd'hui, dans le paradigme asiatique. La question, c'est que est-ce que les sociétés initiatiques africaines peuvent aider les Africains à redevenir des êtres conscients? Or, on constate que l'élite initiatique des sociétés sont eux-mêmes maçonniques. Bon, on fait comment? D'accord. Papa, par rapport à ce que vous avez dit, moi, je pense que Hum, nous allons commencer d'abord naturellement à créer aussi des écoles, des universités au fur et à mesure, de telle sorte que hum, on trouve aussi des Africains qui sont typiquement initiés dans la tradition. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas hum. hybrides et tout ça. Et lorsque nous serons plus nombreux, on peut faire aussi une révolution culturelle comme les Chinois, papa. Oui, c'est possible. Oui, oui. Alors, Mais ce que l'un je de mes crains, c'est que... maîtres, oui, Oui, dis-moi, oui. oui. L'un de mes maîtres, lorsque j'ai commencé le Kimuntu, avant la naissance de Kimuntu, il s'appelait Kaya. Oui, papa. Et Kaya, notre aîné, il a écrit la théorie de la révolution africaine. Et lui nous Mhm. enseignait, lorsque j'étais encore étudiant à l'époque, Jean-Pierre Kaya, il disait qu'il faut une révolution en Afrique. Parce qu'il y a l'Afrique post-coloniale et l'Afrique précoloniale. Et nous, nous sommes les descendants, nous sommes nés après la colonisation. La Chine s'en sort pas D'accord. par hasard. Ils ont fait de la révolution, on est d'accord. Oui, oui. Mais est-ce que les Africains sont prêts à tuer une partie de la population africaine? Oui, je l'ai dit en public, c'est dur ce que je viens de dire. Est-ce que l'Africain est prêt à sacrifier une partie de sa population, à épurer l'Afrique? Papa, moi, je Parce que pense que pour oui. lancer l'Afrique de Mhm. demain, il n'y a qu'une seule Oui, solution, oui. hein. C'est être radical et épurer une partie de la population africaine. Récupérer leurs enfants, et puis les vieux, ils passent à parler. Tu me comprends? Oui, Est-ce qu'il y a papa. une autre solution qui est cette solution-là? Papa Hugues. Non, pour ma part, moi, je pense que c'est cette solution-là qu'il faut. Il n'y voit pas une autre solution. Parce que, en toute honnêteté, même les nouveaux kémites que nous voyons
en Imhotep, tout ça, c'est haineux là. S'ils sont Hmm. encore plus nombreux, vraiment, ça sera plus Mais facile. ils vont détruire les autres, ils vont tuer les autres. Oui, papa, ça va aller très Ce vite. sera- Bon, je ne vois pas d'autre solution, à part ça. Ok. Mm. Reste là, papa Hugues, on va prendre la température des autres paniers. M'attends à toi. Merci. M'attends, papa. Maman, Nga Karen, mot à toi, maman. Nous sommes sur un sujet très sensible. Est-ce que les sociétés initiatiques africaines valent-elles celles des autres? Mot à toi, maman. C'est chaud, papa, me botter. Le sujet est chaud, hein. Mot. Mais Ah, c'est c'est chaud. chaud c'est chaud ce que tu dis là. Alors, j'ai pris vraiment en cours. Mais si on parle d'éducation, effectivement, une éducation qui arrive dans l'état actuel des choses, quelle est la probabilité qu'elle ait une emprise pour faire le travail, puisqu'en même temps, comme tu dis, et ben les gens vont à l'église, ils pratiquent leur culte et en même temps ils pratiquent leur culte franc-maçonnique. Mais quand on sait d'où viennent les sociétés secrètes, ça veut dire qu'il y a infiltration dès le début. Effectivement. Donc, les gens qui se trouvent à ces endroits-là sont pas en quête de puissance, ils sont en quête de pouvoir. Et le principe d'écraser l'autre, c'est vraiment la chaîne humaine où on marche sur la tête de l'autre, donc le peuple, pour finalement qu'une poignée de personnes dites de l'élite, parce que le pire dans tout ça, dans cette illusion, en tout cas de ce que je perçois, c'est que dans cette illusion de quête de pouvoir, malheureusement, eux-mêmes sont manipulés plus haut pour servir autre chose. Est-ce qu'ils en ont conscience ou ils sont déjà grillés, cramés au point d'avoir vendu leur âme? Pour certains, oui, puisque quand tu as un certain niveau de certaines loges, il y a des cultes, donc tu pactises. Donc, quand tu dis qu'il faut les éradiquer, en même temps, c'est chaud. Ça pique. Parce que oui, la solution serait de réinstaurer, de refaire des centres maths. Mais comment on fait ça? Comment on fait ça? Comment on fait des sons de maths dans un milieu Dans un milieu Childaori? pourri. Exactement. Ouais. Quand il y a la saleté qui règne, que les gens ont faim et qu'ils sont, même si peut-être ils ne voient pas de résultats dans leur vie, mais qui continuent à se dire, mais s'ils lâchent l'église, qu'est-ce qu'ils ont? Et ce qui est paradoxal, c'est que l'Église les utilise pour cette énergie qu'ils ont, mais elle est canalisée vers autre chose. Est-ce qu'ils en ont même conscience? Parce que ta vie ne change pas, tu continues à prier, mais en fait, tu y retournes parce que tu n'as pas d'autre solution. Et allez, quand tu as besoin de quelque chose peut-être plus rapide, tu retournes vers tes pratiques. Mais lesquelles? Puisque dans l'infiltration en même temps de ceux qui font les deux, c'est-à-dire je vais à l'église, et en même temps, de temps en temps, alors là, je m'écarte un peu, mais le peuple, il va à l'église parce que c'est Jésus. Déjà, il y a un problème. Adventiste, pentecôtiste, et j'en passe. Mais en fait, tout ça, c'est une espèce de fractalisation d'une énergie qui est descendue à un moment dans l'air du poisson. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on éradique ça? Et à côté, les gens vont quand même faire leur pratique. Donc, en tant qu'initié, puisque beaucoup sont initiés, maîtrisent certaines choses. Mais alors, qu'est-ce que tu choisis? Comment on fait pour remettre de l'ordre dans le désordre? Mais j'ai une question pour toi, maman Nga Karen. Est-ce que sur cette planète, il y a déjà eu une nation qui s'est Lever? oui, qui s'est levée, qui s'est remodelée, en fait, qui a pu renaître de ses cendres sans passer par une renaissance sanglante? Je crois Est-ce pas. que, Pas qu'on voilà, sache. si vous prenez le cas, par exemple, que ce soit même en Asie, hein, quand on prenait les gens comme les Mhm. Chinois, c'est ce qui s'est passé avec Mao, la Grande Marche. Il y a eu des morts, la Renaissance chinoise. Pour changer les Japonais, pour les rendre dociles comme ils sont là, ils ont reçu 2 bombes nucléaires sur la tête. Pour transformer les Coréens du Sud en chrétiens, il fallait la guerre de Corée. Ouais, Pour que l'Occident aujourd'hui puisse consommer du lait et des produits laitiers, il fallait une deuxième guerre mondiale. c'est La vrai. question, c'est que, est-ce que sans stratégie du choc dans le Et c'est Nza, vrai. on peut changer une nation? Ah, je crois pas. C'est la même stratégie qui a été utilisée, qui malheureusement s'avère être la seule issue. Parce que lorsque vous voyez les Latinos, par exemple,
Naomi Klein l'explique dans son livre La stratégie du choc. Hein, c'est-à-dire que quand vous prenez les pays comme l'Argentine, quand vous prenez les pays latinos, ils ont subi des coups d'État sur coups d'État sur coups d'État pour que Exactement. les gens deviennent aussi. Alors, est-ce que... Alors, déjà, nous qui venons d'Afrique, que ce soit autant pharaonique aujourd'hui, pour qu'on devienne docile, ça a pris 4e siècle de fouet, de chicotte, Tout à fait. de trauma. Tout à fait. Bon. Trauma sur trauma. Oui. Mais est-ce qu'on peut revenir à l'état matique? Est-ce qu'on peut revenir à l'état d'un monde tout capable de proposer quelque chose de tangible, de solide au sein des concerts des nations sans être encore retraumatisé? C'est ça la question. Ça me paraît fort impossible sans passer par là. Parce qu'en plus, tu parles de l'Amérique du Sud. Oui, c'est pareil. En Amérique du Sud, mais les Cuba, Porto Rico, Brésil, ils vont à l'église en même temps, ils pratiquent la santeria. Oui, au même moment. C'est-à-dire que c'est au même moment. Une dissociation cognitive. Complètement, c'est paradoxal. Ouais. Donc, c'est clair que oui, s'il n'y a pas choc, à quel moment tu te réveilles? Mais c'est un peu comme nous, en fait, dans ta vie, là, tu arrives sur Terre, tu arrives dans une famille. Bon, selon ton état, selon que tu es plus ou moins abîmé ou moins, tu te réveilles à un moment dans cette famille que tu as choisie pour suivre ton cheminement. Mais quand tu commences à te poser certaines questions, mais c'est un choc qui t'amène à prendre des décisions. Parce que si la vie était trop douce, ben en fait, tu te contentes de siroter, j'ai envie de dire. Donc, à un moment, toi-même, en tant qu'humain, il te faut un choc pour faire ce cheminement, pour redevenir un Muntu, pour te poser des questions. Voilà. Moi, je vais prendre mon cas, je vais pas aller chercher chez le voisin. Il m'a fallu arriver à un certain stade pour dire, attends, Karine, tu mérites pas mieux que ça? Et en fait, à partir du moment où je l'avais pensé et vocalisé, mais consciente, et ce jour-là, je me rappelle, je me suis retrouvée en train de parler avec quelqu'un et j'étais dans la pièce au-dessus et je voyais la situation et je parlais avec moi en bas en train de dire, mais Karine, quand même, tu mérites mieux que ça. Papa, ça a été le switch et ça a été le début du commencement, de la fin de certaines choses et le début du retour à la maison. Ça a pris le temps qu'il fallait pour que moi-même je me prépare à ça parce qu'on a des résistances. Mais je me remercie parce que j'ai réussi à quand même rester sur un fil. Et j'aurais pu aussi dire, oh non, c'est trop compliqué, j'arrête. Mais il m'a fallu un choc. Et en fait, c'est ça. Et il te faut un choc à un moment pour que tu dises, mais attends, en fait, cette fameuse zone de confort, elle est inconfortable. Si tu acceptes de regarder, tu vois qu'elle est inconfortable, cette zone dite de confort. En réalité, tu cherches autre chose. Et dans l'état actuel des choses, oui, c'est un choc qui peut faire que, comme on dit en créole, c'est un désordre qui est mené en l'ordre. C'est un désordre qui va ramener de l'ordre. Et le désordre, ben oui, c'est parfois violent. Puisque, en plus, on a connu déjà, quelque part, on l'a déjà fait. Si on part du principe, effectivement, que le temps n'est pas linéaire et que, effectivement, on a déjà fait certaines choses, on revient pour modifier des choses. Là où ça n'a pas marché, modifier. Il y a des vraies questions à se poser sur le comment. Parce que les outils qu'on a aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec l'école, mais comment tu les fais rentrer, à part, bon, ben, des gens viennent parce qu'il y a un appel, mais le reste reste encore trop nombreux. Aérer. Ouais. C'est pas simple, hein? Non, c'est pas simple. C'est pas du tout simple. Voilà, toi, maman Karen. Tu restes là, maman? Je reste là, je suis avec vous. Oui, il y a Nga China qui vient de rentrer. Maman China, mot à toi. Est-ce que tu nous entends, maman China? Aujourd'hui, notre sujet concerne nos élites, notre posture face aux sociétés secrètes occidentales et asiatiques. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous constatons que les autres sont très organisés, très disciplinés, sont aux aguets, ils attaquent et nos enfants sont récupérés, formatés dans leur système. Alors la question c'est que, est-ce que les sociétés initiatiques africaines valent-elles celles des autres? Parce qu'on constate qu'en Afrique et même dans les Caraïbes, comme l'expliquait tout à l'heure, alors Papa Gérard, c'est qu'en effet, même en Martinique,
Il y a des gens qui sont d'origine haïtienne, qui pratiquent le vaudou, mais qui sont parfois détestés par des frères de la Martinique. Et pourtant, lorsqu'on est dans la maçonnerie, il y a une certaine forme d'unité nationale. Maman Gachina, Zola, toi. Zola, papa. Zola, papa. Vous m'entendez là? C'est bon? Oui, ça se passe très bien, maman. Je passe au tableau toute tremblante après cette magnifique matinée avec notre Zikwa et redescendre dans les bas-fonds. Moi, j'appelle ça les bas-fonds. Hein. Mais bon, il faut parler. Okay, il faut dire des choses. Moi, ça m'évoque, j'ai pris en cours, hein, vraiment à la fin, la notion de nègre savant associée à nègre de salon. D'accord, les nègres savants. On a fait de nous des nègres savants, lisants, des sachants. Okay. Mais les informations qui nous ont été données, Charlemagne, il a eu cette idée folle, Saint-Exupéry, enfin toute la clique, c'était de nous éduquer afin de mieux nous utiliser. Donc moi, j'appelle ça aussi de l'amnésie organisée, de l'état hypnotique, avec des piqûres de rappel du virus qui a été inoculé encore et encore. Et on a ça. Moi, je pense même, ce sont mes réflexions profondes, à comme une sorte de malédiction. Parce que nous avons toute la capacité, l'aisance à comprendre, parce que nous n'avons pas de problème cognitif. Vous savez, ici, chez nous, en Martinique, dans les Antilles, quand tu as une attitude arrogante et tout, on te dit en créole, en kikami, manière pharaon, c'est ta manière pharaon qui ressurgit. Comme si tout ça, ça participe à une sorte de castration. On a été castrés, nous sommes castrés, nous ne sommes pas bêtes. Parce que beaucoup d'entre nous, et c'est là le drame, nous avons un gangou naturel. Parce que nous rencontrons nos frères et sœurs qui partagent comme nous, on comprend, on sait, on parle, mais le problème, c'est que quand nous sommes plus de 2 ou 3, c'est la guerre. Comme si ce virus a tellement marché que j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup cette expression de Bob Masson qui dit, bon, à l'époque, j'étais très, très fâchée, très en colère, mais je me réconcilie avec tout ça. Parce que ça ne sert à rien de s'agiter pour rien. J'ai compris que c'est dans moi qu'il faut que je sorte du cauchemar, je sorte de ce rêve et de ce cauchemar pour pouvoir revenir à moi-même. Il parle de tomber en catharsis. Donc, je vais relire ce qu'ils ont répertorié. C'est la prise de conscience par laquelle un sujet se remémore un événement traumatique passé, le revit, puis le dépasse dans le cadre d'une cure psychanalytique. La catharsis repose sur l'abrégation des affects liés au traumatisme, c'est-à-dire la décharge émotionnelle qui accompagne la prise de conscience. Et pour moi, c'est vraiment que je parle du aïe avec mes frères et sœurs qui sont de culture ou de souvenirs, de souvenance rasta. Ils me disent, ah mais non, Gina, non, il n'y a pas de aïe là. Non, c'est nous et nous. Parce que tant que chaque individué ne se réveille, nous ne pouvons pas faire peuple, nous ne pouvons pas faire foule. Ça, c'est clair. Et là où il y a le plus de dégâts, moi je le vis, c'est là où nous avons des connaissances, nous sommes des sachants et l'ego spirituel est surdimensionné. On se bouffe les uns les autres. Et puis je termine par là parce que c'est vrai que c'est des sujets ça fait partie de mes passions. Mais bon, je reste tranquille. Quand nous nous retrouvons, je donne un exemple. Par exemple, moi, je sais très bien balayer. Que quand un balai me voit, le balai se met à danser. Tout moi, quand tu adores faire la vaisselle, et tu fais très bien la vaisselle. Le problème, c'est que quand nous avons
ce virus inoculé nous a monté les uns contre les autres, aussi avec les dégradations, les graduations plutôt de couleurs. Tu es très clair, tu es foncé, tu es noir et tout. Donc là, déjà, c'est un problème. La peur du noir. Eh bien, tu voudras, à un moment donné, si tu n'es pas guéri ou entré ou centré en toi, m'arracher le balai des mains. Alors que toi, c'est l'éponge de la vaisselle qui te fait fonctionner au mieux parce que cela t'appartient. Et si nous mettons les deux ensemble, nous allons faire des choses, enfin, nous allons recommencer, retrouver et recouvrer notre état initial. Je pense qu'il faut que je me taise là parce que je vais commencer à dire des choses. C'est le monde des paradoxes, en fait. Parce que pourquoi je parle avec cette passion, religieusement, je n'ai pas encore ouvert l'église, parce qu'en fait, je le vis. Et mais église, ça veut dire order, hein? C'est-à-dire créer ceux qui sont hors d'eux, c'est-à-dire on pagaille, on rame à côté pour pouvoir remonter le courant, à contre-courant pour basculer, bouger les choses. Moi, je le vis. Je le vis dans ma chair. Des personnes avec des gradés, je dirais, avec des connaissances, des capacités, mais avec ces capacités-là, joue le jeu qui a été orchestré, c'est de tuer ceux qui pourraient t'accompagner, être ensemble, faire un, faire peuple et tout ça. Voilà, j'ai dit, hein? Parce que sinon... Maintenant, maman Ngashina, il est clair que c'est un sujet très complexe, un sujet qui peut nous aider aussi à nous réveiller du coma et de prendre conscience des enjeux du temps, hein, de l'instant. Parce que maman China, on vit sur Terre. Et sur Terre, dans cette matrice dans laquelle on se trouve, il y a d'autres peuples qui, en effet, veulent dominer les autres, qui veulent s'abreuver des énergies des autres. On le sait. Sauf que la distraction de notre communauté est la preuve que nous ne nous rendons pas compte des enjeux du système. Parce que maman China Masta, lorsque vous prenez les Noirs dans le monde entier, quelle que soit notre motivation, soit c'est la colère, soit c'est la jalousie, soit c'est la méchanceté vis-à-vis de nous-mêmes et des autres autour de nous. L'élite des Noirs, lorsqu'un Noir devient élite, soit il s'écarte de la communauté parce qu'il se croit supérieur aux autres, le syndrome de la supériorité, le complexe de supériorité sur les autres, soit il est obligé de pouvoir devenir le colon, devenir l'occidental, de devenir autre chose que ce qu'il doit ou est naturellement. Et vous allez constater que cette élite, cet Africain forgé de l'éducation occidentale, même s'il est initié dans la société africaine, aura tendance à intégrer les sociétés occidentales ou asiatiques, au même moment que les sociétés africaines. Parce qu'il est très rare de voir des cadres sur le continent africain, des leaders africains seulement initiés dans les traditions africaines. C'est ce que j'essaie de vous dire, en fait. Il est très rare. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure en Bang Hugues, en lui disant qu'il y a des Africains nés sur le continent, qui ont grandi sur le continent. Et je vous assure, lorsque vous prenez un enfant africain qui est né sur le continent, vous prenez un enfant martiniquais, maman China, et tu le mets à côté, il y a un déphasage. C'est comme si celui qui est en Afrique est décalé dans le temps. Et je vous assure, je l'ai vu avec mes enfants lorsqu'on est rentré du Canada pendant Covid et qu'on arrive au Congo. Tu mets des enfants qui venaient du Canada et des enfants à côté qui est né en Afrique, grandi en Afrique, c'est comme il était dans une autre dimension. Et je me voyais petit, je me disais, mais purée, il est comme ça. C'est comme si tu es dans le coma. Mais lorsqu'on est parti au Japon, on s'est rendu encore compte de ça. Un enfant asiatique, un enfant japonais est tellement éveillé que ses parents sont des sociétés secrètes asiatiques dans le Shinto. Et tu vois que le Shinto produit des élites. Produit ceux qui font du karaté, parce que pour ceux qui ne savent pas, le karaté au Japon, ce sont des sociétés secrètes. Hein. Le karaté au Japon, ce n'est pas le karaté en Occident. Hein. Le karaté japonais,
que ce soit le taekwondo au niveau de la Corée, l'aïkido et tout ça, c'est ça des sociétés secrètes. Parce que c'est d'abord mystique, spirituel. Et donc, vous voyez que les autres, lorsqu'on les forme, quand tu sors dans une école d'élite, tu sors d'école de sumo japonais, de judo japonais, tu as une identité. Mais lorsque tu sors d'une société secrète africaine, tu es plutôt très imbu de ta personne, très gonflé, très orgueilleux. C'est comme si nos sociétés secrètes formaient des monstres. Alors, la question que je voulais vous poser, c'est ça, le sujet de ce soir. Est-ce que nous avons un problème? Est-ce que le problème, ce sont nos sociétés? Ou bien le problème, c'est même l'Africain qui est déjà détruit, tordu, phagocyté au pluriel, qui, en effet, est irrécupérable malgré son initiation. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre à faire? Parce que c'est sérieux et nous le constatons bien. On est dans le folklore, ça roule au sol, ça rentre dans le feu. Il y a un pari qui m'a dit, oui, mais tout moi, la spiritualité africaine est puissante, nous, on rentre dans le feu. Je dis, et alors? Ça fait quoi face à 2, 4, 5 Français? Parce que n'oubliez pas que pour moi, aussi au Congo-Brazzaville, nous avons été colonisés par des Brazza. Des Brazza, le colonisateur du Congo, il avait que 25 ans, avec ses 4 amis. Tu as une délégation de 5 Français, en fait, Italiens, Français, un jeune de 25 ans qui rentre en Afrique centrale et qui prend en otage un royaume, quoi. C'est bête quand même. Et qui fait signer au roi des choses. C'est-à-dire qu'en fait, et pourtant, à l'époque, le roi Téké, ici au Congo, n'était pas colonisé. C'est des Brazza venaient d'arriver. Mais on était déjà dans la capacité de comprendre que nous sommes en train de vendre les terres. C'est-à-dire qu'on était pourtant dans les dons de clairvoyance. On était dans la capacité de comprendre que celui qui est venu là, il n'est pas gentil. Quelle est la place de nos sociétés éducatives? Quelle est la place de nos sociétés secrètes dans un monde où nous sommes dans une naïveté parfois, où on fait plus confiance à l'asiatique, à l'occidental qu'à nous-mêmes? Tu sais, papa, par rapport à ça, par rapport à ce que tu dis, à l'époque où je fréquentais, que je continue à fréquenter, puisqu'on est dans le bain, même si Loïssa venait dedans, de Jésus-Christ et tout ça, bon voilà, je posais des questions, je lui posais des questions, je lui dis mais quoi, c'est comment et tout et tout. Moi, je me dis que... qu'est-ce que je me dis? Je me dis, sur ce monde, mais pas de ce monde. Comme si, en fait, je devais à un moment donné me souvenir, me ressouvenir de qui je suis en vrai. Et celle-là même qui se découvre n'a rien à voir avec ce monde-là. Parce que franchement, ça paraît, c'est pas du désespoir. C'est une manière de dire, et franchement, c'est dans un monde parallèle que je vais trouver des solutions pour que nous puissions renaître. D'où ma compréhension de la transformation qui passe par une initiation qu'on doit se faire nous et nous-mêmes. Je m'explique. Je peux être à l'école, Kimuntu, et penser, comprendre ce qui m'est proposé. Si je reste avec la vision que j'ai reçue en tant qu'occidentale, avec l'esprit occidental, une phrase avec sa syntaxe, il n'y aura pas de résultat. C'est vraiment, et je vais terminer par là, parce que je commence à parler de ce sujet-là, c'est vraiment s'abîmer en soi, à rentrer vraiment dedans de soi, pour aller refaire sortir ce qui est déjà là, qui a été souillé, et me défaire de toutes les couches que j'ai pu accumuler à travers quelle que soit l'expérience que j'aurais vécue sur ce plan, je dirais. Et je me tais. Je ne peux pas être permis. Beaucoup désolé à toi. Cher de la famille, le sujet est toujours Une dernière chose, allons chercher tous, ne pas regarder à l'extérieur ce qui se passe
au-dedans, au fond d'op, comme on dit, de nous-mêmes pour pouvoir ressusciter. Atondo Mamengi. Alors, cher Pangui, après cette parole de sagesse de Ngachina, nous avons sur le plateau aujourd'hui Mpangi Josué Nsako. Papa Nsako, mot à toi. Comment tu vas? Comment ça se passe de ton côté? Voilà, le sujet est intéressant ici. Toi, je pense que tu es au Congo, en RDC. Et comme tu le sais, souvent dans nos pays africains, autour du pouvoir, il y a la maçonnerie, il y a la Rose-Croix et il y a l'Église et toutes ces sectes autour. Bon, la question c'est que l'Afrique propose quoi? L'Afrique propose quoi face à ses propres enfants? Voilà la question. Est-ce que l'initiation dans un village africain peut transcender l'Africain pour qu'il puisse être compatible ou bien comparable à un autre Africain initié dans une loge maçonnique au cœur de Kinshasa? Maintenant, donne tout le monde pour la question. Beauté à vous. Beauté à toi, papa. Alors, déjà, à écouter la question ou en y lire que le sujet, même mon corps est en train de trembler parce que c'est un sujet, mais ça, c'est l'épine dorsale même des générations et des générations d'histoire, d'un niveau de conscience. C'est chaud. Alors, même pour comprendre la question, je sais qu'on ne la comprend pas toutes de la même manière parce que, bien entendu, on est dans plusieurs réalités, plusieurs zones, différents pays et la situation n'est pas la même. Alors, moi, je répondrai un peu d'une manière générale, mais après, je toucherai un peu le cas un peu plus particulier du cœur de l'Afrique parce que ici, c'est une zone dont non pas seulement que je maîtrise bien parce que j'y étais toute ma vie, mais c'est une zone vraiment très compliquée, vous savez mieux tout. Alors, très humblement, je pense que nos sociétés secrètes africaines ne font même pas le poids. Déjà, ne voir que les résultats, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise. Si tu veux comprendre quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, vois ce qu'il fait, vois ce qu'il réalise comme action. Moi, je suis de ceux qui pensent que les actions parlent mieux que les paroles. Déjà, ici, on est parce que tout le monde parle. Tout Congolais sait parler, tout sait parler. Mais ce n'est pas tout le monde qui sait faire. Alors, s'il faut qu'on se base vraiment dans les résultats plus concrets, nos sociétés secrètes africaines ne font même pas le poids. Mais alors, pourquoi? À mon avis, après avoir été au contact de la tradition par le moyen de l'école, j'ai vraiment compris qu'il y a la Maat qui n'est pas au rendez-vous. Il y a le Bumuntu qui n'est pas au rendez-vous dans notre famille africaine. Ça veut dire que tous les pays d'Afrique, tout le peuple africain, s'il soit hors sol ou sur le sol africain, je pense qu'on n'a pas vraiment ce soubassement unique et commun qu'on appelle la Maat. Parce que on est d'accord, si on se base sur les enseignements, ben, qui est l'homme? L'homme, c'est pas cette réalité, cette enveloppe. Non, moi je garde toujours ça, que nous sommes tous des ordinateurs biologiques. Alors, un ordinateur, c'est un appareil comme tout autre. Il ne dépend pas de ses composants, mais il dépend du programme qui le pilote. De ce fait, même si je suis noir de teint ou blanc de teint, mais si j'ai le même programme, nous tous on a le même programme, allez-y, on va réagir de la même manière. Donc, les sociétés aujourd'hui qui créent l'élite, qui dirigent aujourd'hui, que ce soit dans la politique, les finances, l'économie en général, on sait déjà que ce n'est pas l'élite africaine créée dans nos sociétés africaines basée sur la tradition, le Bumuntu et la Maat. Non, c'est la franc-maçonnerie avec toute autre chose. Et c'est pour cela que ils ressemblent à leur maître, s'il faut dire ça comme ça. Tu vas voir un Pangui, il est noir, il est camille, tout ce que vous voulez, mais il ne diffère en rien des Shintaori, on va dire. Donc, parce qu'il y a le corps et puis il y a le logiciel qui fait fonctionner le corps. Exactement, papa. Parce que moi, déjà étant informaticien, je peux mieux comprendre. On prend tous les appareils, on installe le même logiciel. Déjà, quand vous mettez OK, prenons les cas d'un Wi-Fi. Un Wi-Fi, il nous connecte tous dans un réseau.
Prenez un appareil qui n'est pas connecté, qui n'utilise pas ce Wi-Fi, là, ce réseau-là, ben, on dit qu'il est hors connecté, il est hors matrice, il est hors réseau. Et c'est exactement le mot réseau qui fonde aujourd'hui notre société. Vous partez prenons le cas de la gouvernance, vous partez dans l'administration publique ou la politique, c'est-à-dire que le gouvernement. Ben, on va dire, si tu es dans le réseau, ben, tu occupes des postes, on va te placer quelque part. Des postes. Si tu n'es pas dans le réseau, tu vas occuper des postes d'exécutant. Bon. Déjà, il faut qu'on se le dise. Être noir ou être africain, être dans le village, ça ne veut rien dire. Le problème, c'est le fond. Ça veut dire que tu es dans quel ordre? Le réseau ou pas. Voilà, tu es dans quel réseau exactement. Et c'est exactement, quand on parle de sociétés secrètes africaines, normalement, on devait avoir un réseau africain fondé sur les valeurs Mais les sociétés secrètes africaines ne sont pas fondées sur la défense des valeurs. Les sociétés secrètes africaines sont fondées sur la tribu. Et c'est par là que ça commence. Mais oui, toi qui es au Congo, par exemple, tu vas voir que les Luba ont leur système, les Congo ont leur système, les Swahili ont leur système, les Ngala ont leur système, mais ils veulent gérer un même pays. Ben, ils s'entretuent. Déjà, quand on nomme un président, on dit Suko au pouvoir et Kepa Bangala. Suko au pouvoir et Kepa Baswahili. Dans le pouvoir. C'est ça. Il n'y a pas une vision. J'ai comme l'impression que c'est comme vous êtes en train de dire dans l'autre Kaboula. Au fait, la situation, elle est là, comme ça, un peu. Et puis, il y a un iota ici. Et on appelle les tribus, puis quelqu'un est là. C'est-à-dire, comment tu vas voir? Tu ne peux pas voir, ça c'est clair, parce que déjà on est en train de parler d'un problème, de résoudre un problème qu'on ne connaît même pas. Ça veut dire qu'on va appeler un Pangui de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Centre, dire ok, on est africain, oui, hein, on a été colonisé, oui, on souffre, oui, on est chicoté, oui, mais quel est notre problème? Comment on peut nommer notre problème? L'autre va croire que c'est tapé, l'autre va croire que oui. Et puis les ancêtres sont là. En train de regarder. Ils sont choqués. Ils sont choqués. C'est la partie de la situation que les gens ne voient pas. On a comme l'impression qu'on vient dans un terrain où il n'y a rien, puis c'est nous qui devons fournir des efforts, se battre, créer des mouvements, un panafricanisme, au tête à gauche, faire des marches, casser là-bas, revendiquer. Bon, en même temps, on dit non, nous, on fonctionne avec les ancêtres. Bon, si on dit ça, ceux dont nous appelons les ancêtres, est-ce qu'on les a même déjà questionnés, même sur les ressources dont nous avons? Parce que tous ces gens qui vont fonder des histoires, ils vont dire, bon, on n'a pas d'argent. Ce sont les confréries là qui financent, donc c'est eux qui ont les moyens. Bon, c'est la FMI. C'est la FMI qui donne l'argent. Bon, si la FMI donne l'argent, donc la Banque centrale du Congo n'a rien à dire, il faut écouter la FMI. Mais est-ce qu'on a déjà interrogé les ancêtres responsables? Mais est-ce qu'on sait même comment les interroger? Alors, c'est vrai que, papa, le sujet est très, très complexe. Regardez le cas, par exemple, de l'armée dans nos pays africains. Moi, je prends le cas de là où je suis. Dans notre armée, il y a des militaires formés à Saint-Cyr en France, et puis il y a une délégation des militaires, des généraux formés en Chine. Et puis il y a des militaires qui sont formés en Russie. Lorsqu'ils arrivent au pays, ils sont de la même armée, ils ne se parlent pas. C'est-à-dire que le général qui est formé en Russie reçoit des ordres de Moscou. Le général congolais formé en Chine reçoit des ordres de Pékin. Le général congolais formé en France reçoit des ordres de Paris. Mais ils sont tous dans la même armée. Hein. Mais ils ont étudié à l'étranger, ils reviennent chez eux. Ben, la France va dire, ben, écoute, je vais t'armer pour que tu fasses un bon coup d'État. L'autre va dire, ouais, moi aussi, je vais t'armer pour... Dans le même pays. Donc, en gros, ces mêmes personnes qui sont des militaires vont, en effet, se retrouver dans les sociétés secrètes africaines, mais ils vont aller dans leur tribu. Parce que, en effet, pour qu'il soit général soutenu, il faut que sa tribu soit derrière lui, pas la nation. Donc, une société secrète qui se limite à l'ethnie n'a pas lieu d'être. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, les Occidentaux, avec la maçonnerie, ils gèrent le monde, comme les catholiques. Vous savez, à l'époque, les catholiques parlaient des peuples catholiques. Tu vois, les peuples catholiques, quoi. Exactement. Hein, pour dire que tu sois blanc, noir, rouge, mais tu fais partie du peuple catholique. C'est comme s'il y avait un Adam et Ève catholique. Mais ce sont des programmes, c'est exactement ça, tout le monde. Ce sont des programmes.
Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas cette vision de choses croira qu'il a en face de lui 3 ou 4 Mpangui Brazzavillois. C'est même pas des Brazzavillois. Ils ont des C'est Brazzavillois, en ça. fait. C'est des programmes. Ça, c'est un programme C'est des russe. Ça, c'est programmes. un programme. Effectivement. Il n'y a même pas un programme africain. Il y a même pas, et pourtant, il y en a. Le programme, il y en a. C'est pourquoi, aujourd'hui, je veux peut-être dire ça très haut. Notre problème à nous, c'est vraiment la paresse. On ne bosse pas. Jusque-là, on ne bosse pas encore. On ne bosse pas. Qu'est-ce qu'on ne bosse pas? On ne bosse pas notre tradition, on ne bosse pas nos sciences. Il n'y a pas un travail. C'est comme si on était là, on est en train de se faire une idée sur la situation, mais sans vraiment rentrer dans la situation en vrai. Si aujourd'hui on ne pouvait travailler que par exemple sur vraiment la reconnexion, ou sinon le réveil de notre intérieur, ça veut dire que chaque digne fils de la terre africaine, il va dire, bon, il faut se reconnecter à ce soin intérieur, à son soin intérieur, être en mesure de se reconnecter aux ancêtres, parce que c'est de là que ça vient. Même ceux qui sont dans des sociétés secrètes, des nos voisins là-bas, mais c'est pas dans les physiques ça se traite dans les autres plans, et on ramène les instructions sur ce plan, et ça passe. Ça veut dire que nous... Dans ce Oui, cas, papa. il faut une certaine forme de discipline. Parce que Mais les exactement. ancêtres peuvent donner de l'ordre, mais l'ordre tombe dans... En fait, les humains ici sont parfois indisciplinés. Et donc, quelles que soient les connaissances que les ancêtres ou le savoir que les ancêtres peuvent déverser, ça change quoi dans la tête d'une personne qui est indisciplinée, tu vois? Justement. Ça veut dire que nous, notre problème, non pas seulement qu'on... je pense que c'est vraiment de l'irresponsabilité, passez-moi les termes, mais c'est de l'irresponsabilité. Nous, étant que Bantou, étant que fils noir et tout. Parce que les ancêtres ne peuvent rien faire si nous ne prenons pas conscience. Tout est question du niveau de conscience, du sérieux, de l'engagement, de la Alors, mais conscience. Bang, je vais pour ne pas te couper. Comment expliques-tu que une personne qui est née à Kinshasa, qui a grandi au village, au Bas-Congo, puisse prendre conscience? En fait, d'abord, comment il va faire pour prendre conscience? Ça c'est une question très importante parce que l'environnement sous-jacent, ce que je peux appeler l'environnement sous-jacent, aura son mot à Oui, dire. On est né effectivement. on est né dans un terrain déjà presque chaotique, presque déconnecté. Oui, Et du coup, oui, quand on oui. débarque, on a l'impression qu'il n'y a rien, il n'y a aucun héritage, aucune ressource, il n'y a rien. Et tellement qu'on a vécu dans le chaos, déjà quand tu n'as aucune ressource, comment tu vas faire? C'est compliqué. C'est vraiment Mais très compliqué. Josué, même si on te laisse les ressources, même si l'Occident quitte la RDC, même si l'Asie quitte, on fait quoi avec les ressources? Non, les ressources dont je fais mention. Parce que Non, oui, non, c'est mais je tellement... parle même des matières premières. C'est-à-dire que, tu sais, à un moment donné, lorsque je regarde mes frères, je me dis, mais on ne se rend même pas compte qu'on est comateux, en fait. Je prends un exemple. Les Africains ont le diamant, le pétrole, le bois. OK. Bon, on te laisse avec. On fait quoi avec? Et tu n'as aucune technologie, tu n'as aucune... On ne sait pas. Regarde, on ne sait pas. Ce que je dis peut choquer, mais nos sociétés secrètes, comme a dit Pang Hugues, on est en déphasage. Comme on le est dit défait. Mbobassan, il faut réanimer. Mais sauf que pour réanimer cela, il faut avoir une prédisposition. Parce que ce n'est pas facile. Celui qui est né au cœur de la forêt, comment veux-tu qu'il puisse comprendre qu'on mène une guerre contre lui? Parce qu'il a lu un livre. Tu penses que dans le livre, on va t'expliquer le plan des Belges sur la RDC? Il y a... Josué, Oui, 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 papa. Oui, il y a on va cette... continuer avec le Pangui et puis je te reviens tout à l'heure. Ok, Matondo, Matondo. Hein, Matondo, parce qu'il y a beaucoup de Pangui qui sont en train de rentrer là. Il y a un Ouais. Pangui Alfredo Mbote. Après, il y a maman Elodie qui est venue aussi. Donc, Pangui Alfredo, est-ce que tu m'entends? Mbote, Mbote Mpangi. L'élite Mbote, africaine, Papa Alfredo, face aux sociétés occidentales et asiatiques. Voilà. Aujourd'hui, le sujet est très, très sensible, mais on va en parler avec Zola. Les sociétés initiatiques africaines valent-elles celles des autres? Tu as la parole, Papa Alfredo. bon, c'est un sujet complexe, mais bon, on va essayer de... Je pense qu'on va devoir y revenir pour un peu voir comment
synthétiser les éléments qui peuvent nous aider. Il est vrai, pour moi, je pense qu'il y a plusieurs éléments, plusieurs d'abord causes. Donc d'abord l'histoire, donc la colonisation, la culture, notre culture et les religions, tout ça là, ça a fait que nous fonctionnons sous des programmes des autres. Et donc, pour pouvoir déprogrammer tout cela, ça va prendre du temps et ça va prendre aussi de l'énergie, de l'engagement et des personnes, des leadership, si je peux m'exprimer ainsi, des leadership donc initiés, et puis politiques, et puis militaires, et puis donc des enseignants, donc des gens qui ont le don d'enseigner, mais enseigner donc vraiment les choses dans le cadre, dans le sens où tu refais par exemple. Donc, pour cela, pour moi, bon, supposons si moi, je devrais donner des solutions. Supposons si j'ai ces responsabilités-là. Déjà, je regarderai, bon, la génération actuelle, c'est un peu foutu. Mais bon, cela n'est pas, on ne peut pas dire que je ne vais rien faire. Donc, je suis conscient que je vais d'abord profiter des énergies, donc de réveil, on va dire comme ça, puisque quand même, il y a cet aspect-là. Je te parlais de ça. Moi, si je me regarde, quand je commençais l'université il y a 20 ans, enfin 30 ans, quelque chose comme ça, chez moi, au Rwanda, j'avais jamais même entendu parler du mot société secrète. Tu t'imagines donc être en première candidate et ne jamais avoir entendu société secrète, tu vois le gouffre. Bon, maintenant, quand même, sur les réseaux sociaux, on en parlait, on sait plus ou moins, Framac, quelque chose comme ça, mais on sait plus ou moins. Hein. Mais bon. Et donc, moi, je commencerai par l'éducation, bien entendu. Donc, fonder vraiment des écoles. Hein. Donc, c'est-à-dire que si j'ai ces responsabilités-là, je commence par les jeunes, les inculquer, puisque tout part de la culture, vraiment de paradigme local. Donc, thinking global and act local. Bon. Et donc, de là, j'ai mes valeurs, donc nous avons nos valeurs, les inculquer à ces jeunes-là qui vont commencer le primaire, le secondaire et l'université, et bien entendu, avec des tests pour voir vraiment, puisqu'il y a des gens vraiment qui ont des dons, qui ont des qualités, il y a des élites, quoi. En vrai, les élites peuvent sortir d'un enfant, plutôt d'une famille, bon, pas nécessairement riche, il y en a qui peuvent venir là-bas, qui peuvent devenir de n'importe quelle famille, en fait. Et là, donc, une équipe de sélection doit être assez qualifiée pour choper ces enfants et les mettre dans ces écoles-là. Donc, tu vois que ça demande déjà vraiment des gens qui ont ces qualités-là et puis former ces jeunes. Et donc, quand ces enfants auront, comment dirais-je, acquis ces compétences déjà, certains d'entre eux qui sont aptes à suivre l'initiation maintenant, puisque il est vrai que nous pouvons avoir des connaissances, c'est la base déjà, mais comme on a vu, tout métier, par exemple, c'est vraiment de l'initiation, mais sauf qu'il y a ce plus que les écoles initiatiques, on va dire comme ça, le côté spirituel pour moi, que donc l'initiation donne en fait. Et donc là, on va encore faire une autre sélection pour ceux qui vont vraiment, comment dirais-je, étudier, enfin réétudier ou adapter ou mettre la touche des 4 éléments par rapport aux choses techniques qu'ils ont apprises, que ce soit dans les finances, dans la technologie, dans tout ce que nous avons comme connaissances ou des technologies, quoi. Et donc, ce sont ceux qui vont sortir de ces, on va dire, de ces ordres-là, qui vont maintenant prendre des responsabilités maintenant de gérer ceci ou cela, ou des sociétés de fabrication, de tout ceci ou de cela, ou dans l'armée même, qui seront par exemple, dans le département de génie civil ou des trucs comme ça. Et ceux-là vont travailler vraiment, donc ils auront accès aux connaissances qu'un Chinois, un enfant qui a fait le MIT, mais ils auront la touche, on va dire comme ça, hein, la touche locale, donc la touche culturelle locale, qui n'est pas accessible à un enfant qui a fait Paris, ENA ou Moscou, quoi. Et donc, avec ça, moi, je pense que tu vois, c'est un programme à long terme. Hein. Maintenant, il faut être humble et pragmatique, se dire, maintenant, nous passons
on va dire, nous traversons une époque comment dirais-je, donc, de chaotique où nous devrons aller accepter la situation, en même temps apprendre de toutes ces choses, donc de l'histoire passée, puisque nos papas, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, ils ont essayé, ils ont été hybrides, c'est l'histoire, c'est les faits, c'est comme ça. Maintenant, dans ces enseignements aussi, il va falloir, donc, enfin, je sais, les maîtres, vraiment les maîtres, on va produire des maîtres, ça c'est sûr et certain. Donc, ces maîtres-là qui maîtrisent les 4 éléments, ils auront à charge aussi les départements, je ne sais pas moi, différents départements. Ceux-là vont nous produire des technologies spécifiques à nos besoins déjà, et puis spécifiques pour protéger maintenant donc les choses que nous aurons commencé à mettre en place en fait. Puisque tout ça là, que tu vois là, franchement, si on n'avait pas cette sorte d'équilibre entre, on va dire, le petit frère Poutine et puis Trump et puis l'autre en bas là, écoutez, le monde est ce qu'il est. Donc, c'est comme on était des petits en première ou en deuxième année. Celui-là qui savait se battre, il se battait avec les autres, il devenait chef. C'est aussi simple que ça. C'est là où vous avez dit, donc la fameuse maxime de nos FM, Urdo Abkao. Sauf que moi, je ne suis pas à 100% d'accord avec ça. Je pense sincèrement que la Renaissance peut venir aussi d'une sorte d'équilibre entre ces deux forces-là. Pas nécessairement d'abord, comment dirais-je, provoquer un choc thermique pour que les consciences s'élèvent, qu'on ait des gens qui peuvent prendre les responsabilités. Je pense même que vraiment ceux qui orchestrent l'Ordo Abkao, souvent ils le font à l'insu des gens qualifiés, des gens vraiment bien, puisque disons ces technologies de IAE ou de ceux qui inventent les médicaments, les nouvelles molécules, ce ne sont pas nécessairement des gens dont l'Umbuto est sceptique. Non, souvent d'ailleurs, ce sont des gens tout simplement bons, bien, mais sauf qu'ils n'ont pas cette petite touche de vraiment regarder très loin. Alors, et puis Papa Alfredo, oui. J'ai deux questions. Oui. La première question que j'aimerais te poser, c'est de savoir, l'idée, c'est de former une nouvelle génération africaine. Je suis d'accord avec toi. Mais ceux qui vont former la génération africaine viennent d'où? Ah, bon. Déjà, entre nous ici, est-ce que vraiment ici, il n'y a pas les gens qui peuvent les former? Je pense que oui, hein? Est-ce que tu crois que le travail que tu fais, même si on n'a pas comment dirais-je, au moment d'évaluation, tu crois qu'il n'y a pas des gens qui vont... Alfredo, oui. Il y a un phénomène de résistance naturelle. C'est-à-dire une personne qui a été formée par un système fonctionne avec un système d'exploitation donné, des logiciels donnés. Oui. Donc, lorsque tu parles d'éducation des enfants, tu auras de la résistance communautaire. Au sein de ta propre communauté, il y a des gens qui ne seront jamais d'accord avec toi de pouvoir éduquer les Africains à l'africain. Il faut que tu comprennes. C'est-à-dire qu'il y aura même des gens qui voudront t'ôter la vie. Parce que, n'oublie pas que, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, nous qui sommes francophones sur le continent africain, toi-même tu sais, papa, nous payons pour parler français. Oui. Nous payons, hein, nous payons. C'est-à-dire que peut-être les gens ne savent pas. C'est-à-dire que nous sommes colonisés d'abord, mais tous les pays francophones doivent payer à la France pour que nous puissions parler français. Bon, ce qui veut dire que lorsqu'un Africain va arriver et dire, bon, il faut que nous puissions apprendre nos valeurs. La première des choses qui va se passer, c'est que la France va dire, il a dit quoi? Donc, je perds des milliards des 15 pays francophones parce que lui, il veut les faire parler français. La France n'est pas d'accord. Bon, puisque la France n'est pas d'accord, on peut s'en foutre. Mais sauf que la France va utiliser tes frères, papa, tes sœurs intellectuels formés à la Sorbonne qui vont descendre au Rwanda pour dire, ah non, non, c'est pas possible. On ne va pas parler de Kinyarwanda, on va pas parler le Kikongo, on va pas parler de Swahili, on doit parler français parce que la personne qui va te parler est payée, papa, financée par un système externe qui va avoir de l'impact à l'intérieur de ton système. Donc, à quel moment tu vas former les gens qui, eux, auront la capacité de comprendre les enjeux pour former la nouvelle génération? Parce que ceux que tu vas former, c'est les détruits dont tu parles, ceux qui sont déjà aînés, âgés, ceux qui sont phagocytés, parce que c'est des gens déjà qui n'ont pas la maîtrise de leur propre culture,
qui vont aller former une nouvelle génération en supposant que leur formation va permettre à la nouvelle génération d'avoir des bases. Tu vois, papa Alfredo, là où ça coince. Parce que c'est pas comme si on vient en autarcie comme les Chinois l'ont fait. Ils ont fermé le pays, ils ont tué tous les bandits, ceux qui étaient opposés à Mao, et puis ils ont lancé la révolution. Le produit aujourd'hui, c'est Xi Jinping. C'est différent. Or, toi et moi, nous sommes déjà dans une économie de marché. Nous sommes dans un système ouvert contrôlé par l'autre. Alors, moi, la question que je te posais, à quel moment et comment tu vas faire pour former des enseignants qui déjà sont formatés, parce que c'est des papas, les mamans que tu vas utiliser, qui sont déjà formatés, qui sont déjà cassés, qui sont dans la fornication, l'adultère, la bêtise, l'alcool, et qui, eux, vont former nos enfants. Comment ça va se passer? Ça, c'est la première question, papa, je t'écoute. Bon, ok. Honnêtement, donc, déjà, en faisant un petit tour sur donc les écoles comme le Kimuntu ou d'autres écoles, j'en vois parfois chez les Kamites, on doit passer par là. On doit vraiment passer par cette jeunesse. Et moi, je suis confiant, puisqu'il faut commencer par avoir, comment dirais-je, confiance en soi-même. On est en face des défis. Maintenant, quelles sont les solutions? Il n'y a pas moyen, puisque moi, déjà, oui, c'est vrai, j'essaye de mettre à jour mes connaissances, mais c'est tellement beaucoup. J'ai d'autres programmes que le temps de me déprogrammer et de mettre d'autres Tu es programmes. d'accord, papa Alfredo, s'il te plaît, tu es d'accord avec moi que toi déjà qui es très brillant, tu dis que c'est tellement d'informations, c'est tellement lourd nos connaissances, sachant que nous avons déjà une éducation de base, hein? C'est-à-dire qu'on a reçu une éducation coloniale, nous tous. Donc, il y a une lutte interne entre nos valeurs du Ubuntu, les valeurs du Ubuntu que tu connais, et les valeurs qu'on nous a inculquées, les valeurs du système dominant. Donc, l'enseignant que tu vas avoir, c'est celui-là qui a été éduqué à l'occidental, formaté par le système africain, et qui va aller former la future génération africaine, c'est ça? Oui, mais toi, tu as été formé quand même dans le système, par exemple, occidental, mais tu parviens quand même à nous donner nos valeurs. Donc, c'est de ça que je parle. Donc, toi-même, toi, moi, les gens qui sont ici, on va dire comme ça, et les autres d'ailleurs, je sais que, par exemple, il y a des gens qui ont commencé à mettre en place des petites écoles, là-bas, au Cameroun, à Dakar ou à Kigali, tout ça là, en commençant petit, avec les petits vraiment, et après comment dirais-je, les cours, ils font du sport et tout. Donc, on doit passer par là. Il y a rien à faire. Mais après, alors, c'est vrai, ça prendra du temps, puisque justement, comme tu le dis, les enseignants, nous, on n'est pas... Allez, oui, nous sommes conscients, mais le fait que je ne peux pas me déprogrammer en tout, j'ai cette conscience, mais je sais là où je vais en arriver. C'est pourquoi je peux donner aux enfants cette direction et petit à petit, les choses vont... Regarde, je sais que par exemple, il y a plein de jeunes génies, que ce soit au Rwanda, au Kenya, on entend au Zimbabwe, toutes ces jeunes-là qui n'ont pas de moyens financiers, mais qui ont les capacités inouïes de mettre en place des technologies qui peuvent faire la révolution. C'est quand même incroyable, ce jeune garçon, par exemple, qui a inventé le moteur qui roule à l'eau, les choses comme ça. Qu'est-ce que ça demande, ça? Les gens conscients, je pense qu'il y en a, même si tu dis qu'on n'a pas nécessairement les moyens financiers pour... Alors, j'ai une deuxième question. J'avais dit il y avait deux questions. Il y avait celle-là pour la formation de la nouvelle génération et la résistance. La résistance, parce que n'oublie pas que lorsqu'on devient kamite, je vois que tu l'as constaté, on passe par une phase de traumatisme, de colère. Oui, c'est normal, bon. Oui. Donc, la personne qui devient kamite, lorsqu'il se déprogramme, se déconnecte du système dominant, il y a une phase de transition. Imagine cette période qui est dans cette phase de transition, c'est celle-là qui va aller former nos enfants. Quelle que soit sa volonté, tu vas constater qu'une certaine forme de frustration de cette personne va passer aux enfants. C'est pour ça que tu vas constater qu'il y a des jeunes Africains kamites sur le continent, formés par leurs aînés kamites, qui deviennent eux-mêmes racistes. Oui. Je parle des autres, voilà. Et toi, tu vois bien que c'est un danger encore pour notre propre génération qui ne sort pas du gouffre dans lequel on était avec l'Occident. Nous rentrons dans le gouffre de la colère, de la haine, de la jalousie face à l'autre. Alors que, comme tu l'as bien mentionné, il faut qu'on se fonde sur des génies, des gens qui ont le savoir, enfin des enfants capables de pouvoir mettre sur pied un nouveau système, capable de nous permettre de participer au concert des nations. Je suis d'accord avec toi. Mais le danger,
c'est que celui qui sort du trauma occidental est souvent traumatisé lui-même. Et donc, dans ce trauma, va chercher à soi-disant aider les enfants avec une certaine forme de colère. Lorsque le Français forme ses enfants, le Japonais forme ses enfants, le Russe forme ses enfants, il n'a pas de colère. Il forme dans un paradigme. Or, les nôtres, nous devons d'abord traverser la transition de cette forme de colère parce que nous avons été tronqués, mentis, violés. En fait, l'histoire est traumatisante pour nous. La deuxième question que je voulais te poser, c'est de savoir, une fois que tu veux installer le système sur le continent ou dans nos différentes communautés, n'oublie pas que face à toi, tu as des Africains qui sont dans les loges. Oui, c'est là où, oui, le bas blesse aussi. Et Bon, c'est un combat, effectivement. C'est un combat inouï parce que souvent, justement, ce sont les nôtres, c'est comme ça que ça se passe d'ailleurs, ce sont les nôtres qui nous battent, qui nous combattent plus que les gens de dehors, quoi. Et c'est pareil. Pardon, c'est toujours comme ça. Mais bon, comment dirais-je, à la guerre comme à la guerre, tu viens de dire le mot. Tu viens de dire le mot. Donc, lorsque je parle des travaux de Naomi Klein sur la stratégie du choc, je te dis, je ne suis pas d'accord à 100%. Oui, non, oui. Là, en fait, je pense que j'avais oublié de mentionner quelque chose. Oui. Oui, papa. Oui, mais justement, une fois, j'avais entendu ça de quelqu'un, puisque ces questions que tu dis, il y a certaines personnes qui ont parlé de ça un tout petit peu. On me dit, écoutez, comment se battre avec Isfet? Avec quels moyens? Puisque pratiquement, tu ne peux pas amener la Mahat devant Isfet. Donc, c'est-à-dire que cette mètre doit. D'ailleurs, je n'ai pas bien compris, mais je crois que j'ai un tout petit peu compris. C'est-à-dire qu'un enfant qui est récalcitrant, tu fais comment? Il faut une petite claque, hein? Et c'est pareil. Donc, il va falloir trouver, en tout cas, des moyens. Bon, de toutes les façons, avec les 4 éléments, on a les éléments. Hein? On a les maîtres qui ont. Oui. Là, tu reviens parce que tout à l'heure, tu m'as dit, tu nous as dit. Oui, quelque part, je reviens sur. Oui. Oh. Mais je pense. Là, je parle de quelqu'un qui n'est pas initié, donc tu vois ce que je veux dire. Non, mais je prends le cas du Rwanda. Prends le cas du Rwanda. Le Rwanda est un cas d'école quand même, on est d'accord. Le Rwanda est passé par un génocide qui était très traumatisant, on est d'accord. Et ça a détruit une génération. Et tu seras d'accord avec moi que c'est parce que, ça peut faire mal ce que je vais dire, mais c'est parce que il y a eu ce trauma au Rwanda qu'aujourd'hui le Rwanda est un pays exceptionnel en Afrique. Là, c'est mal. Je suis rwandais. Là, je suis rwandais. Donc, du coup. Non, tu es rwandais. Non, je sais que c'est dur ce que je te dis là. Mais on est quand même d'accord. Oui, mais écoute-moi. Aujourd'hui, quand je dors, je pense aux solutions, je pense quoi faire, tout ça là. En fait, c'est relatif, mais je te raccorde à 50% pour simplifier. 50% de trauma. Donc, il faut couper à 50% et laisser les 50%. Puisque j'ai des éléments qui peuvent. Mais ils vont s'organiser. Papa, Alfredo, ils vont s'organiser. Oui, ils sont en train de s'organiser. On s'organise déjà. Mais, donc, du coup, je te donne 50% sur ce fait qu'il a fallu ce trauma. Donc, c'est. Prenons le cas du Rwanda. Pardon, oui. Papa, Alfredo, on va avec le cas du Rwanda. Je me souviens, j'étais encore étudiant ici au pays, au Congo. Et puis, le Rwanda avait lancé un phénomène où tous les enfants rwandais à l'école primaire devaient avoir des ordinateurs portables. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Oui. Hein? Lorsque le président Kagame disait on va faire du Rwanda le Singapour d'Afrique. Oui. À l'époque. Bon. Mais quelques années après, nous, on a eu des doctorats et tout. Aujourd'hui, en Afrique centrale, par exemple, ici, et même en Afrique de l'Est, tout le monde va au Rwanda pour se former. Hein. Oui et non. En fait, c'est vrai. En fait, tu vois, quand tu fais des programmes, donc tu fais quand même l'économie. Donc, il y a ce qu'on appelle donc comment dirais-je, là où on veut aller, tu vois, avec tous les plans donc économiques qu'on fait. Et après, il y a l'exécution, vraiment étape par étape. Et puis, tu sais, donc en économie, en fait, il y a une période où on arrive au milieu et puis on fait ce qu'on appelle l'audit. Donc, on va auditer, on va regarder si les facteurs ou les éléments auxquels on avait dit, OK, à tel moment, après 2 semaines ou 1 mois ou 3 mois, on doit avoir ça. Donc, et puis, il y a des standards. Donc, en comptabilité, on parle par exemple, d'IFRS. Donc, c'est vraiment des standards cadrés
Et mathématiques, c'est voilà. Et puis, on va regarder. Voilà, OK. Maintenant, regardons. L'ordinateur qui est fabriqué au Rwanda, donc c'est quoi? C'est composé. Les composites, ça vient d'où? Non. C'est fabriqué On où? va aller, papa. Attends, papa, Donc, tu Alfredo, faut aller doucement. vois le relatif dont je te parlais. Après, Non, c'est pas vrai. papa Alfredo. Papa Oui. Alfredo. Oui, Les ordinateurs que nous avons en France, les téléphones que nous avons en France, les sacs Gucci, les sacs, je sais pas, que nous avons en France, Adidas que nous avons en Allemagne, viennent de Chine. Oui, voilà, c'est ça. Bon, et pourtant, la France existe. Oui. Tous ces produits viennent de Chine. Oui. Bon, donc ça, c'est un faux débat. Ce que j'essaie de te dire, c'est seulement ceci. C'est qu'il y a un programme qui a été posé, on a réinitialisé le Rwanda. Oui, ça, non, mais papa Alfredo, je croise des Rwandais, hein. Je suis diplomate, moi. Et je t'assure, dans notre milieu diplomatique, les Rwandais sont futés. Hein. Je ne sais pas quelle est ta position là-dessus, mais j'ai croisé mes frères du Rwanda. Le QI a augmenté par rapport aux autres Africains. Oui, mais je te raccorde, puisque en fait, moi-même, nous sommes tellement, moi-même, je te le dis, donc nous sommes très égoïstes, très égotiques, comment dirais-je, puisque moi-même, quand je passe la route ici en Belgique, à Bruxelles, tout le bazar là, et Rwanda, il est en train de regarder, de critiquer, donc nous prenons les autres comme si, bon, après, nous avons comment dirais-je, nos torts, nos trucs aussi. Donc, et puis, écoutez, excusez-moi, ça fait 30 ans et le produit intérieur brut, c'est 1500, 1300 euros. Donc, c'est pas non plus. Je te parle là des chiffres. Oui, mais papa, après, par rapport à la réalité vécue, par rapport à la réalité vécue, oui, c'est exceptionnel ce que vous avez pu faire. Mais oui et non. Non, mais pourquoi l'Africain n'aime pas ce qui se passe chez lui? Parce que moi, je suis rwandais, donc du coup, mon évaluation est. Non, parce que, papa, c'est comme chez moi ici à Brazza, on construit les routes, on construit les ponts, on construit. Tout le monde boude. On dit même que sur le pont qu'on mange. Mais, alors, nous avons un. Oui, dis-moi. Oui, moi, tu te parles du Rwanda, justement. Donc, si on va dans les chiffres, donc il y a 30 ans, combien de réseaux routiers on avait? Maintenant, combien de réseaux routiers on a? Ils sont de quelle qualité? Puisque c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas. Oui, je suis d'accord. Mais compte tenu de la situation vécue. Il ne faut pas regarder seulement le marketing. Il y a la com et puis il y a la réalité. Il y a aussi la réalité, papa Fado. Il y a une réalité qui est là. Ce n'est pas le paradis, je suis d'accord. Mais l'avancée qui a été réalisée est exceptionnelle par rapport à des pays qui n'ont pas vécu ce que le Rwanda a vécu. Oui, ça je peux. ça je peux te raccorder à dans certains domaines. À 50%. Bon, ça c'est pour simplifier puisque c'est un domaine. Oh non. Papa, il y a une réalité, regarde, il y a une réalité qui est là. C'est pour ça que je suis en train de te dire que les Africains, nous devons être capables aussi de reconnaître ce que nous faisons. C'est-à-dire que les avancées qui se réalisent, il faut les applaudir. Et les applaudir ne veut pas dire que tout marche. Tout à fait d'accord. On est d'accord. Nous avons quand même le seul pays au monde où la quantité de femmes ministres dans le gouvernement est supérieure aux hommes. Ça n'existe pas sur Terre. Bon. Là où je te donne un petit 50%. Bon, ok. Je pense que ça prendra plus de temps qu'il ne fallait pas, mais déjà le principe est ok. En principe, ok. Bon, voilà. Le principe est extraordinaire parce que les vieux qui sont là vont passer, hein, papa Alfredo, tous ces gens-là vont mourir. Hein. Oui, bien sûr. Le principe est là. Hein. Parce que nous, on s'appuie sur les principes, pas sur les humains. Les humains vont mourir. Oui. Parce que quand tu prends le cas du Japon, papa Alfredo, par exemple, dans le gouvernement japonais, dirigé par une femme, il n'y a que 2 femmes. Oui. Mais donc, je reviens sur les femmes. Est-ce que tu sais combien de jeunes filles tombent enceintes ces 20 dernières années, ou même ces 10 dernières années? Est-ce que tu sais combien de rapports des jeunes filles au secondaire tombent enceintes? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais combien les jeunes filles sur qui on a testé le programme là le programme là de Bill Gates sur les trucs? Est-ce que tu sais c'est combien? Et dans toutes les écoles, hein? Donc, puisque les écoles sont, on a beaucoup. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire qu'il y a. Mais c'est-à-dire que ces femmes qui sont au gouvernement, dont on a acclamé le nombre, c'est très bien, c'est équitable, c'est ma chère au genre, c'est très bien, mais elles n'ont pas pu défendre les jeunes filles qui sont au secondaire
notamment par toutes ces valeurs-là. Puisque alors, alors, attends, papa Alfredo, je vais comprendre quelque chose. C'est-à-dire que tu me dis que les jeunes filles qui sont tombent enceintes, c'est ça? Oui, parce que justement là, il y a une sorte, donc pour réussir, il faut se vendre. En fait, les valeurs filles ont. Mais papa Alfredo, ces gens-là vivent dans le système capitaliste. En fait, tu penses que qu'est-ce qui va se passer? En fait, Oui. attendez. On doit se comprendre. Le système qui est au pays, c'est un système capitaliste. On est d'accord? Sauvage. Ajoute ça. Capitaliste ou sauvage? Donc, vraiment, non, je suis d'accord avec toi. Qui a ses qualités, mais bon, voilà, et c'est l'autre côté mais aussi. Mais la question, c'est que si le système capitaliste n'est pas bon, il faut s'efforcer à changer ce système. Voilà. Parce que dans le système capitaliste, les filles vont tous se vendre. Il n'y a pas autre chose. Tu penses que le modèle on ne va pas dire son nom, mais l'américain que tu connais, sur l'île bizarre, tu penses que le système, on a copié ça où? C'est un système mondial. Les enfants le lycée au collège américain tombent enceintes. C'est partout pareil. C'est pas ça le problème, papa. Le problème, c'est que nous devons mettre en place notre propre système. Je suis d'accord. Mais où est le système en question? Où est notre système que nous ne devons pas mettre en place? Où sont les gens qui sont formés dans notre système à nous? Où sont les universités qui étudient nos systèmes à nous? Il n'y en a pas, c'est pourquoi. Enfin, je pense qu'il y en a peut-être. Non, il n'y en a pas, papa, regarde, il n'y en a pas. Moi, je suis au Congo en ce moment, on n'a pas une université qui traite des sujets sur la tradition africaine. Jusqu'à Kigali, il n'y a pas des universités au Rwanda qui traitent des. Je te parle des universités focalisées sur des sciences africaines. Il y en a pas. Non, moi je pensais à l'école là enfin, j'ai entendu. Oui. Non, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas des écoles au niveau, par exemple, à l'université. Oui, ça, oui. C'est des choses qu'on doit construire aussi. Écoutez, moi je suis ici en Belgique. Quand j'entends l'université de Louvain, il a fêté 600 ans l'année passée. Donc, tu vois, écoutez, ils sont au top dans la création des chips. Donc, voilà, c'est toute une histoire. Quoi. Donc, mais c'est pour cela que la science, papa Alfredo, notre tradition doit travailler pour monter au niveau universitaire. C'est ça, oui. Et c'est notre... Tu comprends? C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la physique quantique, la théorie des cordes, les hologrammes, les gens me disent, mais toi, de quoi ils parlent? Non, mais il y en a qui comprennent, hein, t'inquiète. Hein? Oui, je sais que, oui, bien sûr que c'est pour ça qu'on est là, on tient, non, papa. Mais je te montre seulement qu'il faut des universités physiques. Il faut que les nôtres viennent dans les universités pour apprendre des valeurs des sciences ancestrales appliquées en informatique, dans les sciences cognitives, en neurosciences, hein, et partout. Parce que, papa, on ne peut pas dire que l'Afrique a une science, il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'école. Non, mais c'est ça qui s'apprend dans le c'est la blague, ça. C'est pour cela que nos élites, d'où le sujet d'aujourd'hui, papa, je pense que c'est pour ça que lorsque tu parles du Rwanda, je voulais qu'on puisse l'aborder comme ça. Je suis très content. Pourquoi? Parce qu'en fait, quelle que soit la volonté que le Rwanda peut avoir, le système au Rwanda est capitaliste. Oui. Le système occidental. Donc, quelle que soit la volonté, hein, comme tu dis, nos mamans là, mais les mamans là vont faire quoi? Regarde, je te prends un exemple. Je vais te prendre un exemple. Nous sommes en Afrique. Moi, je suis au Congo en ce moment. Il y a un cours que je donne à l'université qui s'appelle économétrie de données de durée. C'est-à-dire que l'économétrie de données de durée, c'est l'économétrie de la mort, la survie. C'est comme ça qu'on appelle ça, économétrie de la mort. Et dans cette l'économétrie-là, papa, tu sais ce qu'on apprend aux enfants à l'université? On essaie d'expliquer aux enfants qu'en effet, lorsque j'ai, par exemple, une route qui a des trous, des nids de poules, et que cette route qui a des nids de poules, l'État décide de pouvoir bitumer la route. Ça va réduire les accidents. On est d'accord, papa Alfredo? Une route bitumée réduit les accidents. Une route bizarre entraîne, surtout ici en Afrique, beaucoup d'accidents. S'il n'y a pas d'accident sur cette grande avenue, la morgue d'à côté ne va pas recevoir les cadavres ou les morts. Ce qui veut dire que ceux qui travaillent à la morgue ne sont plus rentables. Donc, on a intérêt à ne pas bitumer, à ne pas fermer les trous de la route pour que les gens meurent. Et une fois qu'ils sont morts, ou bien une fois qu'ils perdent le pied ou le bras, le chirurgien va travailler pour mériter son salaire. Mais le système capitaliste, c'est un système compliqué, papa Alfredo. Les gens pensent que non, ils ne veulent pas arranger. Mais s'ils arrangent, s'il n'y a plus de malades, je prends le cas du palu, papa, que nous connaissons bien. Si on n'a plus de paludiens, les gens qui ont le paludisme en Afrique, qui est le premier cas de mortalité en Afrique, hein, le palu. Si on résout le problème de palu, papa, cela veut dire que beaucoup des cliniques en Afrique vont fermer. Beaucoup de gens iront au chômage.
Beaucoup de médicaments ne seront pas vendus. Des pharmacies vont fermer. On est d'accord? Oui, je suis d'accord. Mais un système comme ça est démoniaque, papa. Mais pourtant, il faut qu'on fasse de telle sorte que le palu ne soit jamais guéri. Parce que si le palu est guéri, nos pays, il y aura des révoltes. Les gens me disent, mais ce n'est pas normal, il faut soigner les gens. Oui, je suis d'accord. Mais si nous soignons des gens dans le système capitaliste que nous avons accepté, les hôpitaux vont fermer, les cliniques privées vont fermer, les pharmacies vont fermer. Et si les gens ne meurent pas, même la morgue va fermer. Et si les gens ne meurent pas, même le fabricant de cercueils va faire faillite. Donc, il faut entraîner une perte de la population. On m'a dit, c'est pas bien. Oui, c'est pas bien, on le sait. Mais donc, changer de modèle. Papa Alfredo, Oui. mettez un modèle qui préserve la vie. Mais voilà, c'est ça. Un modèle... Maman, tu me comprends, Papa Alfredo? Je te comprends tout à fait, mais honnêtement, moi, si j'étais le responsable, donc, ce que tu as fait, ce qu'on appelle un marketing, donc créer les besoins et tout en proposant des solutions. Donc, tout ça là, Oui. Schwab C'est le système dans lequel l'Afrique vit aujourd'hui. Ça vient, voilà, c'est le cadeau de la colonisation. Oui, papa. Oui. Mais sur Katiopa, franchement, disons-nous, donc il y a plein de choses à créer déjà pour vraiment avoir une vie, on va dire, mathématique, sans pour autant passer par la création de ces besoins chimériques pour proposer des solutions chimériques. Ça, franchement, j'en suis conscient, puisque déjà, on n'a pas à manger suffisamment, on n'a pas là où on doit dormir suffisamment. Donc, même pour construire, donc, c'est pas nécessairement aller copier son modèle ici. Donc, on a tellement de territoires de façon qu'on peut mettre en place d'autres types de constructions cadastrales qui respectent et la nature et qui nous donnent informé, aussi... Papa Alfredo, est-ce que tu es informé que lorsqu'on fait de l'agriculture en Afrique, oui, il est obligatoire, si tu veux que tes produits soient exportés à l'étranger, d'utiliser certains produits chimiques? Mais c'est là où justement quelqu'un d'initié, un ministre initié ne va pas accepter ça. Regarde, mais moi j'ai voulu... initié, même Papa Alfredo, un ministre initié, on le vire le lendemain. C'est pas grave. Moi, tu te le dis comme ça. Je suis en train de mettre en place une petite ferme avec mon petit frère. Il n'a pas étudié tout cela, mais j'ai dit, essayons de ne pas utiliser les engrais, puisque ces engrais sont des engrais importés, donc c'est la chaume, les trucs. Je sais que pour le moment, je n'ai pas, donc on n'a pas le truc, mais je l'ai dit, essayez, donc on a commencé un petit élevage qui va donc produire peut-être que les gens qui nous écoutent ne savent pas cela. Je ne dis pas que pour le moment, on a le truc. Donc, mais la vision... Afrique, oui, Papa Alfredo, en Afrique, lorsque tu fais de l'agriculture, tu ne peux pas l'exporter à l'extérieur du continent si tu ne mets pas les produits chimiques. Si oui, je suis d'accord. Ça va pourrir au port. Bon, ça veut dire que lorsque les Africains, et deuxièmement, lorsqu'on forme des agriculteurs ou des agronomes dans nos universités, on les forme avec le paradigme du système des sociétés secrètes occidentales. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas encore en Afrique, quelles que soient nos capacités, on le fait dans nos petits villages, hein, mais dans le milieu scientifique, on n'a pas des universités africaines qui n'intègrent pas les paradigmes, les paramètres des sociétés secrètes occidentales ou asiatiques. On est d'accord? Donc, il faut créer ces écoles-là. Oui. Donc, tu vois que tout ce que tu es en train de dire, tu as raison. Mais sauf que pour que ça marche, il faut créer ces écoles en question. Oui. Mais sauf que, papa, tu vas les créer en se fondant sur les valeurs africaines, sur la science africaine, sur les technologies africaines. Sauf que cette technologie-là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas scientifiquement. Il n'y en a pas. Ça dit qu'en fait, nous devons passer dans une phase de révolution, de renaissance de nos propres traditions, comme l'explique Mbamba. Tout à fait. Dilemme, papa. Le dilemme, c'est de prendre la terre africaine agricole, revenir sur les valeurs ancestrales. Tu vois comment les anciens pratiquaient à l'époque, et puis l'actualiser. Voilà. De passer vraiment par la jachère, et puis c'est vrai, c'est vraiment, c'est des défis immenses, hein, mais bon, s'il n'y a pas de rêveurs, donc les choses ne peuvent. Et puis le fait que nous le sentons, tu vois, c'est pour moi, c'est que ça, nous sommes capables de le faire, et ça va se faire d'ailleurs. On va le faire. Voilà pourquoi on est tous là, papa. Ce sujet, on en parle pour dire à des parents qui nous écoutent qu'on peut le faire. Mais il faut comprendre que nous sommes en retard depuis de 2000 ans. C'est-à-dire que nous ne sommes pas à jour. Il faut éviter de penser que quand tu tapes au tam-tam, tu es intéressant. Si aujourd'hui l'Occident décide, aujourd'hui pendant que je vous parle, de nous mettre en esclavage, personne ne va les interdire.
Papa, Ali Baba, il avait tiré sur oui, l'Iran. mais les Bakour sont là, puisque sinon, ils auraient, Oui, les Bakour étaient même ils là auraient dû faire avant. ça, tu sais. Papa Ils Alfredo. auraient dû faire... Papa Et ils ont Alfredo. essayé d'ailleurs. Même avant, ils étaient là. Ça nous a pris quand même 5 siècles. Ils ont Ils étaient essayé déjà là, les d'ailleurs. Bakour. Regarde la dernière opération de Coco. Oui. Tu te rappelles des chiffres qu'ils Oui, avançaient? je me rappelle, Ah ben papa. voilà. Et par contre, je vais t'informer que le Rwanda dont il donnait l'exemple, ils ont dû donner la petite soupe à tout le monde. Hein. Oui. On ce qui fait que l'élite qui est là-bas est... On a compris, on a compris. Voilà. Voilà. C'est pour ça que je te dis, donc notre élite est chitaorisée. Mais en fait, il y a un élément que je n'avais pas dit. L'élite En fait, africaine face aux sociétés secrètes. Notre élite est formée dans les sociétés secrètes qui nous torturent. Voilà. Il y a un élément que j'ai oublié de mentionner. Une fois, tu avais mentionné, donc tu vois, notre mélanine, la mélanine, il nous fait des tours en fait, puisque c'est des énergies dont on doit gérer, puisque soit ça part dans l'autre sens ou dans l'autre sens. Il faut vraiment... L'extrême. Oui. Voilà. Mais papa, il faut des écoles pour étudier la mélanine des nôtres. Ah, absolument. Bon, il n'y en a pas encore. Donc, en gros, nous sommes un peuple qui étudie dans les universités asiatiques, européennes, américaines. Nous n'avons pas sur le continent des systèmes universitaires, lycées, collèges, propres à nos propres valeurs. En 2026, nous sommes encore en train de se chercher. Et c'est triste pour un peuple. Oui, parce que vraiment. les autres ont leur système. Oui, voilà. vraiment. En fait, papa. Oui, ça va. Oui, papa, tu peux parler. Non, ce que j'allais dire, c'est que parfois je me dis, mais est-ce que peut-être on peut infiltrer, une sorte d'infiltration, donc des écoles déjà en place. Ils ont aussi des scanners, ils ont aussi des médiums, papa. Tu peux infiltrer un système où l'autre te voit venir. Mais c'est toi qui vas manger. Oui. Ah, oui, c'est vrai. Matone, papa Alfredo. Je donne la parole aux autres. Matone. Mpangi Elodie Mbote. Beauté, papa, beauté, Zolapangui. Mbote, maman Elodie. Bon, mère, le sujet est sensible, on t'écoute. Eh bien, écoute, le sujet est extrêmement sensible et il porte à réflexion. Mais je pense qu'il faut qu'on mène une petite thèse. Là, tu déposes le sujet pour poser des hypothèses et des solutions. Oui, parce que c'est pas ce soir qu'on va arriver à tout régler. Tu sais, quand vous avez parlé de beaucoup de choses, mais si je reviens à tous les sujets qu'on a parlé au début, donc en parlant de la Bible, je pense que nous sommes dans un système qui de toutes les façons est en train de se nécroser et qu'il faut abolir. Donc ce système capitaliste, cette manière de penser occidentale, ils sont en train eux-mêmes finalement, par leur stratégie du choc, de s'entretuer eux-mêmes à l'intérieur d'eux-mêmes et à l'extérieur. Et c'est pour ça que je suis contente finalement de faire partie de l'école Kimuntu, parce que je sais que ce n'est pas qu'une école. Nous aussi, nous sommes amenés bientôt, en tout cas, à déployer des universités, des écoles, et notamment des sociétés secrètes. Et ça, j'en suis persuadée. On ne pourra pas, bien évidemment, le dire à l'antenne parce que ce serait dévoiler une stratégie, notamment de choc. Parce que si on décide, papa, à un moment donné, quand on a une stratégie financière, parce que concrètement, c'est ça. Moi, quand je suis arrivée à l'école Kimuntu, il y a beaucoup de choses que j'ai retenues qui sont restées en ma mémoire. Et il y a une fois, tu avais dit, il faut au moins 250 ans, peut-être 300 ans pour vraiment que les choses s'enclenchent. Et ça, je l'ai très bien compris. Donc, ça voudrait dire qu'il faudra édulcorer tout ce temps de souffrance, tout ce temps de soumission et cette manière de penser de domination dans notre ADN. Donc, ça veut dire que la stratégie du choc, elle peut se faire uniquement par la dépossession, par la domination financière, par la domination intellectuelle. Pas forcément comme eux, ils le font. Ça revient à aller sur une définition finalement faussée de l'élite, de ce que c'est l'élite, de ce que c'est l'histoire. Parce qu'il y a la définition même de ce que c'est une reine, un roi, la manière dont ils le définissent, je suis persuadée que c'est ce qui engendre finalement je dirais un mauvais but commun et objectif commun et notamment de valeurs communes. Voilà. Non, je suis d'accord avec toi. Mais je suis d'accord. Donc, on est sous des définitions qui sont... Pardon, excuse-moi.
il faut redéfinir des choses selon notre propre paradigme. Oui. Parce que la première des choses que j'ai notées, parce que j'ai eu le temps, je me suis dit, on me donne le temps de pouvoir structurer ma pensée, parce que tu ne peux pas arriver dans un débat ouvert et ne pas structurer ta pensée. Et la première des choses que j'ai notées, en tout cas, c'est cette définition fausse de l'histoire, de qu'est-ce que c'est un roi, qu'est-ce que c'est une reine, qu'est-ce que c'est gouverner. Parce que finalement, on a bien vu que pour gouverner, ils ont utilisé la force. Donc, ils ont traumatisé des peuples. Donc, ça veut dire qu'ils ne savent pas déjà ce que c'est gouverner. Et donc, nous devons réapprendre à gouverner. C'est pour ça que quand certains propos ont été apportés, tout de suite, j'ai été récupérer mes 42 lois de maths. Je me suis dit, bon, OK, j'écoute des opinions opposées. J'ai dit, OK. J'ai rigolé tout de suite, j'invoque le rire. Donc, on a des bases finalement au sein de notre école qui nous permettent de nous remettre, je dirais, dans un certain droit chemin, parce qu'on est dans la matière et bien évidemment, c'est difficile. Je préfère prendre quelqu'un et comme on a fait en Bretagne, mais papa, mets-moi en Bretagne, emmène-moi tout ce qu'il faut emmener avec tous les gars, même si je ne suis pas un gars, et on va les déposséder. C'est ce qu'il faut faire. On va tous les déposséder un par un. S'il faut les traquer, c'est comme ça qu'il faudra les traquer. Il faudra les traquer financièrement en récupérant, bien évidemment, tout. Parce que la dernière fois, sur le groupe de Kimuntu, il y a une maman qui a posté le lien d'Amazon. 2000 € le livre pour... je me souviens plus la traduction. Voilà. Mais ce n'est pas avec un salaire de 2500 €, même si ça fait mal, c'est la vérité. Nous devons augmenter notre capital, nous devons augmenter finalement, il faut aller dans des endroits stratégiques dans le monde. On sait qu'au Luxembourg, il y a les salaires sont maman, plus élevés. Je pense que nous serons en Allemagne pour continuer avec la dépossession. Oui, j'espère. Je travaille pour ça, papa. Je travaille pour ça. Je travaille. Non, alors, mais c'est vrai. J'ai quelque chose à te montrer, maman. Regarde. Imagine, je vais dire imagine. Je pense que tu comprends comment je fonctionne, donc tu vas bien cerner voilà, ce que je vais dire derrière. Je t'ai bien cerné, mon père. Ah là là. Et beaucoup de gens ne comprennent pas. Imagine un instant, maman Elodie, imagine un instant que tu découvres que l'esclavage n'a pas eu lieu. Oui. Alors, je t'explique. Imagine un instant que tu as un continent, l'Afrique, un très grand continent, et l'Occidental est assis dans sa chambre chez lui à Paris, et en Belgique ou en Allemagne. Il réfléchit sur un scénario. Il se dit, bon, je vais écrire un roman, une histoire, où les Africains ont été déportés de l'Afrique vers les Caraïbes. Et puis, nous les avons amenés là-bas. Une fois arrivés là-bas, on les a mis dans les plantations. On les a torturés. Ça a pris 4 siècles, comme les 4 siècles de la Bible. Et on va l'écrire. Ils ont écrit. Imagine maintenant que cette histoire, qui n'a jamais eu lieu, alors que les Africains, à l'époque déjà de Boubacar II, partaient en Amérique. Il y avait déjà des Noirs qui vivaient sur le continent américain, qui partaient déjà là-bas. Alors, ils sont arrivés en Amérique, ils ont trouvé un continent avec des Noirs et les Amérindiens sur le continent. Ils ont tapé sur le continent. Ils ont donné l'histoire qu'ils ont écrite, selon laquelle c'est eux qui les ont déportés. Donc, les enfants qui naissaient étudiaient une histoire selon laquelle on ne les a pas trouvés sur la terre. Parce que si ceux qui étaient sur la terre savaient qu'ils étaient toujours sur la terre, ils vont se défendre différemment. Donc, on va rééduquer une population, les enfants, pour leur dire, vous venez d'Afrique. On vous a déporté 4 mois. Vous étiez en bas du bateau, vous ne mangez pas 4 mois. Je pense que souvent, on ne prend pas conscience. Ça dit que le voyage durait 4 mois, 5 mois. Et on nous dit que les gens étaient dans le bateau. Entassés l'un sur l'autre. Entassés les uns sur les autres. Pendant 4 mois, ils ne mangeaient pas. Excusez-moi, en une semaine, on meurt. L'histoire ne passe, hein. Je sais que ce que je sens de dire, j'ai dit imaginez. C'est puissant, c'est puissant. Donc, si vous comprenez, vous allez comprendre une chose, c'est qu'on a pris des enfants qui étaient déjà sur le continent américain et on a tué leurs parents, on a pris les bébés, et les bébés, on les a donné une histoire. On leur a dit que, en fait, vous avez été déportés. Parce que ça détruit l'être, ça phagocyte l'être.
On leur a donné l'histoire. On a dit, vous étiez 10 000, premier voyage, 4 000. Bon, lui-même ne va pas penser comment 4 mois, 5 mois de trajet, nous sommes entassés et on ne mange pas, alors qu'en une semaine, 2 semaines, en 10 jours, on meurt. Mais là, c'est 4 mois. Mais personne ne meurt. En fait, ils arrivent en Amérique. On dit, bon, certains sont jetés dans l'océan. Le film est bien joué. Hein? Et donc, vous avez été déportés. Une fois arrivé, on vous a vendu. Telle place, telle place, telle place, telle place, où tout est écrit. Après la rédaction du document, on présente cela au concert des sociétés secrètes, parce que tout passe par les sociétés secrètes. On dit que, comment vous voyez l'histoire? On dit, c'est une bonne histoire. Ben, il faut aller les donner l'histoire. Donc, on a pris cette histoire, on nous a donné dans les Caraïbes, dans les Amériques, au Cuba, Mexique, partout où nous étions déjà. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans une posture où ils pensent qu'ils ont été déportés. Et ils pensent qu'ils étaient descendants des esclaves venus d'Afrique. Alors qu'ils sont venus d'Afrique avant l'esclavage. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, mais c'est clair, hein, l'objectif, on est sous des basses fréquences. On est sous de la manipulation, comme ils le font avec le MK Ultra. Ils utilisent beaucoup de stratagèmes finalement de manipulation. Et donc, l'une des premières manipulations, ben, ça sera par l'écrit, ça sera par diffuser une idéologie. Et donc, tu vas bien évidemment engendrer, amasser une certaine forme de colère, de frustration, de sentiment d'infériorité. Tu voudras obligatoirement prouver à tes pairs que tu n'as pas été, tu as été un nègre marron et que tu t'es sauvé toi-même. Imagine un instant, pendant des siècles, on a expliqué à celui qui est né sur le Caraïbe déjà depuis des siècles, on l'explique que non, en fait, tu as été vendu. Et donc, il y a une colère qui s'est créée, une colère bizarre entre frères et sœurs. Ceux qui sont partis, ceux qui vivaient de l'autre côté, les commerces se faisaient déjà. Hein? Le commerce se faisait déjà entre l'Afrique et les Caraïbes avant l'esclavage. Donc, vous devez comprendre une chose. Ce que je suis en train de vous dire, je sais, c'était vous dire, mais de quoi il parle? Il y a eu l'esclavage. Imaginez, j'ai dit bien, qu'on vous a menti. Et que. Alors, imaginez que l'esclavage n'a pas pris 4 siècles. Imaginez que l'esclavage n'avait que 50 ans. Et depuis 50 ans seulement qu'on nous a attaqués. Et sauf qu'ils ont fait des films. Et beaucoup de gens aujourd'hui pensent à l'esclavage en regardant les films qu'on a vus à la télé. Les gens regardent Kunta Kinte, Racine, on pense que c'est passé exactement comme ce qu'ils voulaient. Imaginez que ce n'est qu'une histoire qu'on a racontée aux enfants dans les écoles coloniales d'esclavage, parce que n'oubliez pas, par maman Élodie, on a expliqué à nos parents dans les Caraïbes que leurs ancêtres, les Gaulois. Tu te souviens de l'histoire là? Oui. Qu'on venait des Gaulois. Alors que nous savons tous que les Gaulois, c'est une fausseté dans l'histoire de l'humanité. Ce que je suis en train de vous dire là, imaginez que c'est faisable. Je l'impose. Mais bien sûr que c'est faisable. Imaginez. Mais ça veut dire qu'en effet, celui qui comprend ça en quelques instants, il se déprogramme de l'esclavage. Vous allez vous constater que, en effet, parfois des tares que nous avons ont été programmés hypnotiquement par épigénétique. On nous a programmés en nous disant que nous avons été déportés pendant 5 mois dans les bateaux et que l'on n'a pas mangé pendant 5 mois. Mais sérieusement, maman Élodie, tu n'as pas mangé pendant 5 mois. Comment tu arrives là-bas? Ah, je suis sûre, je suis chétif. Je suis sûre que j'ai la peau sous les os, c'est sûr. Donc, tu comprends que nous sommes dans une situation où le MK Ultra a toujours été utilisé, maman. Libérer un peuple, c'est ce que j'ai dit en Paris ici. On dit que nous avons été colonisés. Vous savez, la colonisation, papa Alfredo, la colonisation a fait combien d'années? 400 en ans? Afrique. Non, en Afrique. En Afrique, donc il y a déjà la colonisation des Arabo-musulmans qui a pris plus ou moins 1500. Non, la colonisation en Afrique centrale, par exemple. Au Rwanda, on a colonisé le Rwanda en combien d'années? Depuis donc 1914 jusqu'à 59, donc ça fait combien là? Vous verrez que c'est rien du tout. C'est-à-dire que vous ne prenez pas le temps de réfléchir sur l'arnaque. Combien d'années, papa, Alfredo? Bon, donc 14 jusqu'à 59, disons 10 jusqu'à, donc on va dire moins de 60 ans. Hein? Donc, écoutez bien l'impagné, hein? Écoutez bien ce que nous sommes en train de dire. Ça veut dire que papa Alfredo est né au Rwanda. Et le Rwanda est colonisé pendant moins de 60 ans. C'est-à-dire que les Belges sont arrivés au Rwanda. En 60 ans,
seulement 60 ans, pas 4 siècles, hein, Mm, parce mm, qu'ils n'étaient pas esclaves. Donc, en 60 ans, on n'a plus rien. mm, Vous voyez l'arnaque? mm, Mais si je vous dis que c'était peut-être 10 ans seulement, ou 20 ans, mm. suivez ce que je veux dire. C'est-à-dire Ça que change la donne. Hein. l'histoire qu'on te raconte, l'histoire qu'on nous a racontée n'a rien à voir avec le temps. Mm, Ça j'y ai jamais pensé, hein, tu sais. Ah oui, je sais que mais voilà pourquoi il y a le mm, Kimuntu. Beaucoup de gens mm, ne pensent pas ce que je vous dis là. Les Banques des Caraïbes pensent qu'ils ont été déportés pendant 4 siècles. Et je mm, vous informe tout simplement que nos royaumes ont existé jusqu'à la fin de l'esclavage. Le royaume Congo est détruit il n'y a pas très longtemps. mm. Ce n'est pas l'esclavage qui est venu coloniser l'Afrique. Est-ce que vous savez qu'en Afrique, il y a des pays africains qui n'ont pas vécu l'esclavage? Oui, l'Éthiopie notamment, peut-être Non, pendant non, non, d'autres. non, non, non. Je ne parle pas d'Éthiopie. Je dis les pays, les royaumes africains où l'occidental n'est pas rentré. Il est rentré par colonisation, mais pas l'esclavage. Tous les pays, il y a des gros royaumes en Afrique qui n'ont pas connu l'esclavage. Mais ça, on n'en parle pas. Hein, vous voyez, donc, c'est-à-dire que ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous avons une mauvaise vision de ce qu'on nous a fait. C'est pour cela que nous souffrons. Parce qu'on nous a raconté ça après 4 siècles. Oui, Mais je oui. vous assure, c'est un livre, en fait. Le mental aussi, C'est un ça, livre. oui. Oui. Mais c'est un mensonge historique. Mm. Mais fabriqué dans les sociétés secrètes. C'est-à-dire qu'on va t'expliquer qu'en effet, depuis 4 siècles, vous êtes déportés dans les Caraïbes. Mm. Vous venez d'Afrique. Alors que non, les peuples vivaient déjà sur le continent européen, américain. Mais vous êtes quand même d'accord qu'ils ont trouvé des gens qui vivaient là-bas. Oui. Mais vous serez étonné que l'Afrique était déjà là-bas lorsqu'ils sont arrivés. Qu'on fait de Runoka, hein? Oui. Et ils sont arrivés comment déjà? Les 4 siècles là que vous dites là, les 4 siècles dont vous parlez, si vous découvrez que ça n'a jamais eu lieu, faites comment? Ben, l'aspect victimisation, en tout cas, va partir, hein, papa. Hein. C'est-à-dire Ah, que oui, l'aspect d'être victime, ben, ça s'annule finalement. Mais oui, mais imagine un instant, maman Elodie, que tu es victime que pendant 50 ans. Tout à fait. Et où ça peut se réactiver en disant, encore une fois, il m'a menti alors que je n'étais pas. Donc, c'est un cercle vicieux. Donc, non, l'avantage avec ça, c'est quoi? C'est que si tu découvres que l'esclavage ne s'est pas passé comme on nous l'explique, et que les cas, des machins, tout est truqué, mais quand je vous dis truqué, ne blaguez pas avec le MK Ultra. Ceux qui connaissent le mind control, vous ne pouvez pas imaginer. On te met des choses dans la tête. Hein. Puis-je te couper, papa? Oui, papa, maman. Oui, tu sais, quand je te dis que ça peut réactiver finalement l'aspect de victime, prenons l'exemple d'un signe global. On ne va pas rentrer dans les ascendants. Mais prends un scorpion qui a le côté un peu rebelle et revanchard. Quand tu prends aussi le Gémeaux qui aime bien grossir la chose, mais bien évidemment que son paradigme, quand il va te raconter finalement que oui, je n'étais pas et on m'a retiré, ça peut, s'il n'est pas éduqué, s'il n'est pas reformaté, s'il n'est pas en construction, en reconstruction, parce qu'avec l'école Kimuntu, tu deviens un autre, tu es en train de créer un autre corps. Mais si tu observes ce que tu viens de dire, avec, encore une fois, ce paradigme occidental et tout ce qu'il y a autour de toi, tout ce qui te fonde, tu ne peux pas percevoir finalement l'aspect d'évolution. Non, mais ça peut, maman Elodie, ça peut aussi être l'inverse. Oui, c'est bien sûr, bien sûr. Imagine une personne qui découvre qu'en effet, l'esclavage, la déportation des nôtres, c'est de l'arnaque. Il y a eu un bateau qui est parti, mais qui s'est même noyé en route. Et donc, et que tu découvres que ça n'a jamais eu lieu. Ça veut dire qu'en effet, celui qui t'a maintenu et qui te maintient depuis un certain temps t'a menti. T'a menti. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus les traumates des viols du passé. Il t'a dit que non, il t'a fait des films, il t'a mis des livres, il t'a mis la documentation, il t'a mis des preuves pour te dire que tu as été violé, tu as été torturé, et donc tu es tétanisé, comme l'expliquait tout à l'heure papa Gérard. C'est-à-dire qu'on s'auto-déteste. Non, mais si tu découvres en effet que tout ça là a eu lieu il n'y a pas très longtemps avec des gens comme, en fait, comment on appelle déjà celui qui a mis en place le système éducatif colonial? Il n'y a pas très longtemps, Jules Ferry.
Oh. Il n'y a pas très longtemps que les Jules Ferry ont pensé à ces réalités-là. Et que ça n'a jamais été comme ça. Un jour, je vais vous faire un kaboula sur les 1000 ans. 1000 ans. Écoutez bien le mot. Hein. Il y a 1000 ans d'histoire de France qui n'a jamais existé. Je vais traiter ça demain. Demain, je vais vous choquer. 1000 ans. 1000 ans d'histoire. Et je vais vous donner dans les 1000 ans d'histoire de France la même histoire en Asie. Copie-coller plagiat. En Europe, on étudie comme la vraie histoire. Cette histoire a eu lieu en Asie. Mais vous ne pouvez pas imaginer l'arnaque. 1000 ans. C'est comme si moi, je décidais de dire qu'au Congo, j'ajoute 1000 ans d'histoire dans le royaume Congo. J'ajoute. Et on écrit des livres, on écrit la documentation, on écrit... Et les nouvelles générations étudient cela. Et si on Alors a de l'argent, on peut le faire. Hein? Ah non, mais puisque, maman, l'Église a joué un grand rôle là-dessus. Mais oui. L'Église est là pour ça. N'oubliez pas que l'Église a décrété que nous, on n'avait pas d'âme. Bon, donc, j'ai dit si. Je sais que les gens qui m'écoutent vont dire, ouais, tu as dit, écoutez, il faut qu'un esprit préparé pour comprendre ce que je suis en train de vous dire là. Il faut bien comprendre que à Boubacar II, les Maliens partaient déjà dans les Amériques. L'Empire du Mali partait dans les Amériques. Les Africains partaient déjà dans les Amériques. Les Chinois partaient déjà dans les Amériques. Les Vikings partaient déjà dans les Amériques. Déjà. Ce qui veut dire que l'Amérique était déjà peuplée. Les pyramides du Mexique n'ont pas été construites par des extraterrestres. Nous avons vécu les Olmecs qui ont existé. Les humains, les Kamites ont vécu en Amérique avant l'arrivée des Occidentaux. Donc, lorsque les Occidentaux arrivent en Amérique, il vous faut comprendre que après ils ont commencé à déporter les gens de l'Afrique vers l'Amérique. Mais l'Amérique était peuplée. Le continent était peuplé. Les Antilles étaient peuplées. Mais on va te faire comprendre que non, on les a déportés. Ça a pris 4 siècles. Vous n'oubliez pas que 4 siècles de l'esclavage, 4 siècles de Moïse en Égypte, 40 ans dans le désert. Le chiffre 4 pour eux, c'est dans la Kabbale. Vous ne pouvez pas imaginer ça. Mais ça passe pas souvent. Parce qu'en fait, on nous a éduqués en nous disant nous avons été déportés. Il y a des preuves, il y a des écrits. Mais les écrits, ça s'invente. Mais si ça s'invente. Lorsque vous lisez l'histoire de la Seconde Guerre mondiale de Hitler, excusez-moi de vous dire ça, l'histoire écrite par les Français sur Hitler n'a rien à voir avec l'histoire écrite par les Anglais sur Hitler. Ça n'a rien aussi à voir par l'histoire écrite par les Allemands sur Hitler. Et plutôt sur le même Hitler. Mais est-ce que vous vous rendez compte que l'Allemagne était la première puissance mondiale au temps de Hitler? Hein? Est-ce que vous vous rendez compte que l'Allemagne... Et est-ce que vous vous rendez compte que l'eugénisme qu'il a pratiqué en Allemagne fait que l'Allemagne aujourd'hui est toujours la première puissance européenne? Et pourtant, ils ont perdu la guerre. Bon. Mais apparemment, ils disent que... Oui. Apparemment, ils disent que ce que Hitler a fait, c'est faux. Qu'en fait, il y a des théories qui sont en train de dire... On est en ligne là, mais vous me comprenez que c'est plus compliqué que... Tu vois, maman? Bon. Ouais. Donc, si aujourd'hui, moi, tout le monde soit de Kimbazi, je suis en train de vous dire que vos blocages cognitifs fabriqués dans les sociétés secrètes sont des manipulations des masses. La propagande, comme dit Noam Chomsky, pour ceux qui lisent un peu. C'est-à-dire qu'en fait, on peut t'expliquer que tu as été violé, ta mère a été violée, ton arrière-arrière a été violé, et c'est même écrit. Il y a des livres dessus. Tout est faux. Mais toi, tu es convaincu. Et une fois que tu es convaincu, ton code génétique va s'activer pour télécharger, pour programmer ce qui n'a pas eu lieu. Parce que n'oubliez pas que le cerveau ne fait pas de différence entre ce qui a eu lieu et ce qui n'a pas eu lieu. Le cerveau ne fait pas de différence. Parce que le cerveau interprète les informations qu'on lui donne, que ce soit vrai ou faux, comme étant des réalités. Est-ce que maman le dit, tu vois? Oh oui, je vois parfaitement. C'est pour cela que je dis on parle des Caraïbes à un moment donné de notre existence. Et il faut vraiment nous poser et nous regarder les choses différemment. Et si on nous a menti? Et si on nous avait menti? Et si maman Élodie est descendante des prêtresses de l'ordre sacré des temples de Teotihuacan au Mexique, alors qu'on lui fait comprendre que c'est une Africaine venue d'Afrique? Une fois que nous allons comprendre ça, vous allez vous poser la question, où sont passés les Incas? Parce qu'il y a des peuples qui ont disparu en Amérique.
Mais les descendants sont là. Sauf que ces descendants, on les a convaincus qu'ils ont été maltraités pendant 4 siècles. Si tu refuses les 4 siècles de trauma, instantanément, maman, tu es guéri. Mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il faut que l'Afrique puisse avoir des sociétés secrètes à la hauteur des sociétés secrètes ou même plus des Occidentaux et des Asiatiques aujourd'hui. C'est le message que je voulais vous passer aujourd'hui, maman. J'espère de tout mon cœur que le message est passé et Oui. que les Bangui vont continuer à réfléchir là-dessus. Matondo Mamingi, maman Elodie. Matondo, papa. Cher Mpangui, nous allons clôturer notre séance. Comme vous savez, je vais redonner la parole avec les Mpangui qui sont avec moi ici. Commençons par Maman China, qui est encore en ligne. Nga China Motatoa, parole de clôture. Hein. Zola, toi, maman, tu as la parole. Il faut nous clôturer ça. Je sais que c'est chaud, mais ça va aller. Maman. Donc moi, je vais continuer avec le rire et le sourire. Bon réveil. D'accord. Bon, vous m'entendez là? Oui, on t'entend très bien, maman. Je souhaite un bon réveil. Gare au mythe fondateur menteur. Et il est aussi dit en ce moment que le Moyen-Âge n'est jamais existé. Donc nous sommes. C'est pour cela que je vais vous faire un taboula, maman. Je vais vous faire un taboula sur l'ajout des 1000 ans dans l'histoire de France. Oui. Mais vous serez choqués. Alors, je précise que c'est une théorie russe, hein, on appelle ça le ressentisme, mais doucement, on va aller doucement. Maintenant, dans ma China. Alors, je continue à honorer, je termine par cela, je continue à honorer mes guides Kouseka, le rire et le sourire. Voilà, nous sommes dans un bal masqué, il n'y a pas de souci. Matondo, toi, Ngashina Masta Zola, qui est Sénamaya. Zola à tous. Cher Zola Mpangui, papa Alfredo Mbote, message de clôture, papa. Mbote, merci tout moi d'abord, et puis aux autres, ayons confiance en nous-mêmes. C'est le seul mot dont j'ai vraiment, nous allons nous en sortir, nous pouvons beaucoup de choses, mais d'abord, confiance en nous-mêmes. Effectivement. Matondo à toi, papa Alfredo, c'était un plaisir de t'avoir sur le plateau ce soir, que les Bakoulou puissent continuer à travailler à travers chacun d'entre nous, soit fortifiés avec Zola, papa toujours, que les Bakoulou nous guident. Matondo Mamingi. Matondo. Nous avons ici papa Hugues, on va terminer avec Pang Hugues. Pang Hugues Mbotatoa. Beauté, papa. Oui, parole de fin, papa. Juste Matondo, papa. Merci pour le partage que vous nous donnez tout le temps. Donc, je vais juste m'arrêter là, voilà. Et puis encore, là, je vais me mettre à lire parce que vous m'avez laissé choqué avec cette information-là. Vous nous demandez d'imaginer, mais moi, je sais que c'est la vérité. Je ne peux pas imaginer. Je vais aller lire. Il faut checker, papa. Tu sais quand même le Kimuntu, voilà, toujours. Il faut se documenter, chercher les sources. Pour ceux qui en ont besoin, vous pouvez écrire à la fédération. Je vais vous mettre à disposition les documents. Mais, papa, ça va nous aider. Ok, ça va nous aider. Maintenant, toi, papa, Hugues, qui est là pour t'accompagne, papa. On est ensemble. Merci, papa. Voilà, cher Zola Mpangui, c'est donc avec ces paroles de bonheur et de paix que je vais clôturer cette séance d'aujourd'hui. Nous avons quand même fait presque 3 heures aujourd'hui. Que les Bakoulou nous accompagnent avec Zola. Comprenez-moi bien, notre but est de pouvoir faire renaître nos sociétés. Notre capacité est illimitée, vous le savez. Nos pensées viennent d'ailleurs. Alors, branchez-vous à vos doubles. Laissez descendre la capacité supérieure pour créer des sociétés nouvelles qui vont renaître des cendres, chers Zola Mpangui. Il faut que vous compreniez que nous ne pouvons pas continuer à observer notre vie. Il faut la vivre pleinement. Zola, Kiese, Namayangi, c'était en effet votre Ntumanswa de Gimbasi, Mfumu de la tradition Congo de Mona. Je tenais aussi à remercier tous les Mpangui de Kimuntu qui ont vécu le Nzikwa d'aujourd'hui. J'ai reçu les Kabula, j'ai reçu les photos, des images. Ça fait du bien de vous voir ensemble, Champangui, autour du Mbongi, de l'arbre sacré, afin de se connecter, dans le but de se connecter à la source. Que nos Zikwa continuent à s'enraciner, que les Bakolo puissent se donner la force pour faire naître cette société nouvelle et le monde Mona, c'est-à-dire l'être nouveau. Matondo Mamingi, Zola, Kiese, Namayangi, que les Bakolo puissent continuer à nous booster avec bonheur.
À bientôt les Pangui. Au revoir, Matondo Mamingi.